Parmi toutes les œuvres qui peuplent notre imaginaire, certaines proposent la découverte d'un monde singulier, avec ses lois et ses principes, ses codes et ses symboles. Une fois réunis, tous ces éléments constituent une mythologie. Bienvenue dans les paysages de l'esprit, vous écoutez Jumpscare. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce 4e épisode de la Jumpscare Spooky Season, le cycle d'Halloween de Jumpscare, votre podcast hebdomadaire sur le cinéma horrifique. Et aujourd'hui, on continue le concept qu'on avait inauguré il y a quelques mois avec Taous Merakchi lors de notre épisode sur Ginger Snaps, et on a laissé carte blanche à un invité qui est venu avec un film qu'il a choisi pour venir nous en parler. Cet invité, c'est un certain Quentin, plus connu sous le nom d'Alt236 sur YouTube. Explorateur et archéologue d'univers fictifs, comme il se décrit lui-même, mais aussi auteur de Berserk à l'encre des ténèbres, chez Sœur d'édition, et Liminal, les deux hauts espaces de l'angoisse aux éditions Webec. Comment ça va, Quentin ? Je suis très heureux d'être ici et ça va super. Coucou tout le monde. Hello. Très heureux qu'il soit là aussi. Ça fait plaisir. On est très content de t'avoir parmi nous. Moi aussi, je suis très heureux d'être là et puis j'espère que le film que j'ai sélectionné ce soir plaira à celles et ceux qui vont le découvrir, parce que voilà, c'est un film qui, sous ses airs, pas forcément un film immense, etc. Moi, je le vois comme une petite pépite avec plein de portes ouvertes vers des choses que j'adore, donc j'ai hâte qu'on en parle. Écoute, très content que tu sois là. En plus, tu viens en effet avec un film assez surprenant au final, car quand on a annoncé le planning de la Spooky Season, et donc ta présence au passage, beaucoup de monde s'attendait à ce que tu nous ramènes un certain film nommé Au-delà du réel, chef-d'œuvre au passage. Tout à fait. Et au final, t'as choisi un film inattendu parce qu'il est récent, pas si connu que ça, et au visionnage, on comprend pourquoi c'est ta cam, et on va te donner l'occasion de revenir là-dessus tout à l'heure dans l'émission. Ce film, c'est un certain Come True, le français, vraiment. Désolé, Come True. Film sorti en 2020, réalisé par Anthony Scott Burns, réalisateur canadien multifonction, puisqu'il est aussi scénariste, monteur, directeur photo, VFX artiste et même compositeur musical sur ses films et d'autres films. Il y a d'ailleurs une carrière musicale sous le nom de Pilot Priest, littéralement pilote prêtre. C'est comme ça que moi je le connaissais d'ailleurs, et je vous incite fortement à aller écouter ce qu'il fait parce que c'est totalement fou. Come True, Bad Dreams en France, c'est un film où Sarah, une adolescente ayant de gros troubles du sommeil, fugue du domicile familial et découvre une clinique qui cherche des cobayes afin d'étudier le sommeil, ce qui va lui permettre d'avoir un toit où dormir et d'avoir un peu d'argent. Une expérience qui commence plutôt bien mais qui se transforme en une descente cauchemardesque dans les profondeurs de son esprit. Ces cauchemars s'intensifient et elle découvre que l'étude permet aux scientifiques de surveiller les rêves grâce à un appareil qui convertit les ondes cérébrales en images. Sarah et d'autres participants rêvent tous et toutes d'une mystérieuse figure sombre qui semble affecter aussi bien le rêve que la réalité. On peut pas aller plus loin, on va évidemment spoiler un peu le film, donc pour ceux qui veulent y aller frais, le film n'est hélas jamais sorti en DVD ou Blu-ray en France, mais il est largement trouvable en SVOD et en location. Il est dispo sur Canal VOD, Apple TV, Univers Ciné, Amazon Prime, donc voilà, très largement trouvable. Et si ça vous dérange pas les spoilers, vous pouvez bien sûr continuer le podcast. Juste avant qu'Alt nous en dise plus sur le film, nous sommes ce soir en présence de Mylène de la chaîne YouTube Welcome to Primetime Beach. Salut. Amélie du festival de cinéma On vous ment. Bonsoir. Mathieu de la chaîne YouTube Le Coin du Bis. Dis bonjour. Bonsoir. Dario, qui attend sûrement à ce que je le vanne, puisque c'est le running gag depuis quelques épisodes, oui. Alors que non, promis, cette fois, j'avais rien. T'es un mec plutôt sympa. Ce sera ça ce soir, Dario, t'es un mec sympa chez Jumpscare. Ah, c'est ça la vanne. C'est ouais, cruel. Pas de vanne, non, t'es cool. Aujourd'hui, j'ai pas eu de vanne. Et moi-même, Romain, votre hôte. Et donc, Alt, dis-nous tout. On t'a laissé carte blanche. Pourquoi avoir décidé de ramener Come True ? Comment est-ce que t'as découvert ce film ? Je voulais quand même rendre hommage aux gens qui avaient pensé que je mettrais Altered States, parce que j'ai notamment choisi Come True, parce que je trouve que
quelque part, il est de la même famille, en tout cas dans ses thématiques, et que j'avais déjà diffusé plusieurs fois Altered States et tout. Donc, je préférais qu'on en parle, mais voilà, aussi faire découvrir un film, comme tu disais, qui a eu son public et tout, mais qui est pas forcément un des films qui vient en premier, comme ça, quand on parle. Oui. Et puis, il est un peu au confluent de plusieurs genres. C'est pas vraiment un film d'horreur, même si... pour moi, il y a des véritables moments assez horrifiques. En fait, je le rapprocherais, bizarrement, ça m'a apparu en le revoyant aujourd'hui, de Donnie Darko, tout simplement. Mais dans un pendant peut-être un peu féminin. Il y a même carrément au début du film des séquences qui sont identiques. Elle se réveille alors pas dans un terrain de golf, mais dans un playground pour enfants. Puis elle est avec son vélo comme ça dans les résidences américaines un peu désertées. Donc je l'ai vu un peu comme un miroir de ça. Et c'est vrai qu'il y a ce mélange à la fois très mélancolique, en même temps assez sombre. Ça parle aussi en tout cas, on pense que ça parle de dépression parce qu'il y a vraiment quelqu'un qui est en perdition pendant un temps. Puis le film va petit à petit avoir des paliers un petit peu comme ça qui vont nous faire voir l'intrigue différemment. Mais voilà, on suit en fait cette jeune fille qui est assez touchante et que moi je trouve assez bien caractérisée. Enfin, moi j'étais vraiment avec elle. Et puis c'est quelqu'un qui souffre énormément de troubles du sommeil et ça se traduit par une fatigue importante, quoi. On a l'impression qu'elle est toujours plus ou moins dans une forme de vase comme ça de sommeil. Et je trouve que c'est assez bien traduit dans la mise en scène, dans des plans assez esthétiques, assez cotonneux. La musique aussi joue beaucoup dans l'ambiance du film. Elle est tour à tour un peu dark ambiante et assez chouette dans les moments de vision onirique, on va dire, plutôt cauchemardesque. Et puis peut-être un peu plus electronica, un peu synthwave, mais sans batterie Testarossa dans Le Soleil couchant. Mais voilà, un truc avec des très analogiques dans la musique et tout. Moi, ça m'a pas mal cueilli. Alors, pour le dire quand même, il y a un petit côté un peu esthétisant. Alors, ça dépend. Ça peut être aussi bien une qualité qu'un défaut, mais c'est vrai que si vous détestez les choses un peu A24 ou un petit peu comme ça, voilà, un peu arty, dans le sens où voilà, il y a c'est pas quelque chose qui est là pour agresser nécessairement, mais c'est plus une espèce de venin esthétique comme ça dans lequel on rentre ou pas. Donc c'est vrai que je pourrais complètement comprendre que des gens qui aiment être un petit peu secoués de façon à travers l'horreur peuvent peut-être, je dirais pas s'ennuyer, parce que moi je trouve que le film a vraiment des visions assez intéressantes, notamment. Et là, vous allez me reconnaître, c'est que la plupart des visions du cauchemar sont vraiment pour moi des tableaux de Beksinski, donc du peintre polonais très connu, mais dans lesquels on aurait éteint la lumière. Il y a vraiment un jeu avec éteindre complètement, et on a des formes voilà, qu'on arrive à identifier, mais qui sont vraiment, je trouve, assez intéressantes dans leur façon d'être montrées. Et pourquoi est-ce que tout ça m'a intéressé notamment? C'est que je trouve que les mythologies du rêve et du cauchemar, entre guillemets, sont quand même des outils extrêmement fascinants en termes de fiction, et qu'au cinéma, pour des raisons un peu de facilité, dès que ça parle de rêve, on a un peu la facilité entre guillemets dédramatiser, enfin, ou de se trouver une sortie narrative un peu facile en disant bah tout ça c'est le monde du rêve et tout, et c'est un écueil dans lequel il est un peu facile de tomber dans ces cas-là, et le film tombe complètement dedans pour le coup, mais a réussi à me toucher, donc on en parlera un petit peu plus tard. Mais du coup voilà, vous allez avoir selon moi beaucoup d'émotions différentes dans ce film, et ça se centre quand même autour de quelque chose que je trouve assez fascinant, qui est la mythologie de la paralysie du sommeil, notamment, entre guillemets. C'est-à-dire que beaucoup de gens qui en souffrent évoquent donc voilà, un état entre le sommeil et l'éveil dans lequel on peut avoir plus ou moins des visions, et notamment une vision qui se rapproche un petit peu des incubes et des succubes. Vous voyez forcément ce tableau de Fuseli, là où on voit une jeune femme sur un lit avec une tête de cheval qui dépasse d'un rideau, et surtout une créature qui est assise sur son torse, et qu'on a peut-être plus ou moins associé au phénomène de paralysie du sommeil plus tard, voire même des abductions aliens, tous les gens qui se retrouvent comme ça dans des espèces d'hallucinations en lien avec le sommeil. Et alors, petit fun fact, il y a à mon avis, une référence dans le film. Vous avez forcément vu le film Room 237, ce documentaire un peu étrange sur les théories autour de Shining, etc. Et le réalisateur de ce film-là a fait un documentaire ensuite qui s'appelle The Nightmare. Donc le documentaire se penche sur, je crois, 6 ou 7 témoignages de gens qui ont subi des paralysies du sommeil, et c'est un peu illustré avec des mises en images. Je pense que le film fait référence à ça, parce qu'à un moment, le personnage principal cherche l'héroïne, et on lui dit qu'elle est dans la chambre 237, ce qui est, à mon avis, donc certes une référence à Shining, mais oui, vu la thématique, je pense que c'est aussi une référence double à ce documentaire. Donc je pense que le réal a vu ce film et qu'il a été assez fasciné par cette entité que moi j'ai trouvé très cool, parce qu'on n'est pas du tout
dans une approche, on va dire, classique du film d'horreur. C'est-à-dire que c'est ni un monstre qui va véritablement se manifester d'une façon un peu slasheresque ou quoi aux caisses. C'est plutôt vraiment une présence. Et je trouve que y a une espèce de retenue que j'ai trouvé très cool et qui pour autant va puiser dans du Hellraiser, dans du The Void. Je sais pas si vous avez vu ce film aussi, Oui. où il y a un final avec cette espèce de monde double avec des entités et tout. Donc moi je suis Lovecraftien sur les bords. Voilà, c'est aussi les Strangers dans Dark City. Enfin, moi, j'ai une fascination pour ces espèces de silhouettes entre les mondes comme ça qui. Et donc le film va là-dedans. Et je trouve que pour un petit peu faire le tour des choses qui m'ont plu dans le film, c'est qu'il y a aussi tout un. Alors comment on pourrait appeler ça, une forme d'horreur technologique, c'est-à-dire que beaucoup des dispositifs du film se passent à travers des écrans et des captations qu'on arrive à faire donc de gens qui rêvent. Et évidemment, c'est pas des caméras 4K Pro, c'est des choses assez digitales, assez parfois illisibles, mais dans lequel le réal, je trouve, arrive à aller chercher des visuels qui sont vraiment chouettes parce que on sent que le film a pas forcément coûté des mille et des cents. Et je trouve que ce dispositif, qui est assez classique d'ailleurs, mais qui marche très bien, il est bien utilisé là-dedans, on y croit. Enfin, moi, je suis rentré complètement dedans, je me suis pas dit, oh, c'est cheap, comment ils l'ont montré et tout. Il y a quand même une recherche esthétique très cool, et je finirai par ça qui m'a un peu rapproché de Beyond the Black Rainbow aussi de Panos Cosmatos. Oui. Si vous voyez, voilà, c'est des esthétiques comme ça assez posées. Moi, j'appelle ça esthétique pochette des albums de Placebo. Bon, moi, je suis assez client en plus, donc mais vous voyez ce que je veux dire. Il y a un truc comme ça un peu très esthétisant et tout. Mais voilà, moi, le film m'a vraiment cueilli parce qu'il m'a fait penser à Altered States, c'est-à-dire à toutes les recherches scientifiques qui essayent de chercher en fait une sorte de mythologie dans le réel. Je m'explique un petit peu. Moi, ce qui me fascine autant dans le rêve, c'est que notre cerveau, de façon naturelle, est capable, en plus à un moment où on n'est pas actif a priori, à nous générer des images dont parfois on n'aurait pas eu l'image nous-mêmes. Il y a même un certain surréalisme, un degré horrifique dans le rêve qui peut être très fort. Et c'est ton cerveau qui le produit entre guillemets de lui-même la nuit pendant que. Et je trouve que il n'y a pas beaucoup de place entre guillemets au surnaturel dans nos sociétés, dans le sens où à chaque fois que j'ai essayé d'aller au bout de trucs un peu intrigants, tu te rends compte que la science a des réponses et tout. C'est à part qu'est-ce qu'il y a après la mort, est-ce que Dieu existe, il n'y a pas beaucoup de réponses. Mais je trouve que le rêve, c'est un espace assez dingue et qui en plus produit pour moi du surréalisme en fait assez naturellement comme ça. Et je trouve que d'explorer le fait que dans nos rêves il existerait des zones communes. Pourquoi cette idée me fascine? Je ne sais pas si vous avez vu aussi D'autres mondes de Yann Kounen, qui est un documentaire qu'il avait fait sur l'ayahuasca pendant qu'il avait réalisé son film Blueberry. Parce que bon voilà, il est à fond dans ce genre d'expérience entre guillemets. Et dans le docu, il y avait cette idée qu'il voyait, je crois, une citadelle en cristal, mais aussi des êtres. Enfin, il y a tout un lore pour les gens qui prennent des drogues comme ça, psychotropes complètement zinzin, où ils ont des entités qui disent revoir dans différents voyages des gens dans le monde qui se connaissent pas, parlent des mêmes choses et tout. Et que ce soit vrai ou pas, peu importe. Mais moi, j'ai un amour très fort pour voilà des choses qui viendraient unifier une forme de mythologie. Là, une présence lorsqu'on commence à s'endormir qui apparaîtrait chez plusieurs gens. Enfin, dans le film, sans vous spoiler, à un moment, tous les gens de la clinique voient la même entité en même temps. Donc, il y a quelque chose qui dépasse la simple expérience de quelqu'un qui serait peut-être fou par ailleurs. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, il y a tout ce lore autour de voilà, aller chercher de quelque chose d'effrayant dans une zone sur laquelle on n'a pas de prise et dont on a tous plus ou moins fait l'expérience et qui en plus est censé venir faire une espèce de psychanalyse bizarre de ta journée ou des choses qui t'agitent en ce moment. Enfin, je trouve que dans cette nature du rêve, il y a quelque chose d'assez dingue. Et à chaque fois que ça a été traité dans le cinéma d'horreur ou le cinéma d'angoisse, etc., moi j'avoue que je suis généralement très très client. Alors évidemment on en reparlera peut-être, mais j'y ai vu une espèce aussi d'approche assez Nightmare on Elm Street, dans le sens il y a même un côté un peu Dream Warriors, mais sans le fun et sans le côté voilà, beaucoup plus fun qu'on adore. Là c'est assez austère presque quelque part, quoi. Voilà, le film est jamais dans des outrances. Mais je trouve que justement, il y a quand même des choses. J'avais donc noté Donnie Darko, mais il y a aussi des choses comme The Cell que j'ai absolument adoré. Même si pareil, ça va dans quelque chose de plus surréaliste. Il y a cette idée de mettre une combinaison et de rentrer dans l'esprit de quelqu'un. Et sans trop spoiler la fin du film, mais il y a une séquence assez intéressante à la fin où en fait, il y a un jeu qui se fait entre le réel et le monde des rêves. Où en gros l'héroïne marche en train de rêver et les gens la suivent à côté avec des machines dans la rue pour essayer de voir ce qu'elle voit en temps réel. Enfin, il y a voilà, tous ces dispositifs, moi je les trouve absolument fascinants parce que
j'adore l'horreur sous toutes ses formes, mais j'avoue que j'adore l'horreur qui essaie d'aller puiser dans la science, qui essaie d'aller puiser dans les moments où des dispositifs très sérieux, très crédibles, etc. se mettent à dérailler. Et pour moi, quand c'est bien écrit et que ça arrive à m'attraper, bah du coup, je suspends ma crédulité d'autant plus facilement. Et souvent, ça me donne à réfléchir après sur voilà les champs qu'on n'a pas encore explorés ou sur lesquels on n'aura jamais de réponse. Donc voilà, le film arrive un peu à toucher tout ça, tout en étant émouvant, un peu esthétique et tout. Donc voilà, c'est un truc auquel j'ai été très sensible. Et en off, tout à l'heure, tu as dit que tu l'as découvert d'une manière... tu as une anecdote sur la découverte. Ah ouais, c'était horrible. T'as passé au tunnel directement, t'as loupé la question. Oui, je suis désolé, je suis rentré dans le tunnel. Ouais, t'as raison. Il y avait quelqu'un qui klaxonnait derrière, je me suis dit, bon, attends, j'y vais, c'est pas grave. Alors du coup, en gros, avec Gilles, il y a très longtemps sur ma chaîne, j'avais fait un espèce de pilote qui s'appelait Maelstrom, et où c'est quelqu'un qui voit l'île des morts dans ses rêves, et puis bah, c'était un pilote d'émission, enfin un pilote de série, dans le sens où j'avais plein d'idées, là j'avais juste fait un petit pilote dans mon coin, gratuitement, on va dire. Et bah, il y avait un boîte de production avec qui on avait déjà travaillé qui était venu nous voir en disant ce serait cool de peut-être le développer et tout machin. Ah oui, bon, on avait même rencontré une chaîne de télé, donc pendant 2 ans on écrit comme des zinzins sur 8 épisodes d'une série avec vraiment un truc autour du monde du rêve et dans une approche finalement assez similaire. Et du coup Gilles, je travaillais avec Gilles Stella, je le co-écrivais avec lui, et du coup lui qui est une machine voilà 2 films par jour, enfin vous connaissez le genre d'animal, et du coup il me dit purée, je viens de voir passer un truc, le pitch là ça a l'air de ressembler grave à ce qu'on fait. Et il y a rien de pire quand tu bosses depuis 2 ans sur un truc, quand tu commences à regarder un film tu fais oh purée, mais c'est très très proche de ce qu'on a fait, et c'est trop bien, parce que le pire ce serait un truc tu vois naze ou je sais pas quoi, mais là le film je l'ai trouvé super bien. Donc la première demi-heure jusqu'à ce qu'après ça parte dans une direction un tout petit peu différente, mais c'était assez troublant même, et c'est très désagréable quand tu bosses sur un truc depuis hyper longtemps de voir purée, bah c'est là quoi, c'est déjà trop bien. Donc du coup ça, au début c'était pas agréable, voilà. Mais et puis en fait finalement tu vois, je suis là pour en parler, dire que c'était cool, et le projet s'est pas fait parce que la boîte de production avait quelque chose d'un peu similaire dans les tuyaux, et que du coup ça s'est pas fait, mais peut-être qu'un jour on retravaillera là-dessus, mais voilà, c'est pour ça que c'est très très désagréable de regarder un film en disant oh putain, fait chier. Alors que c'est trop bien, quoi. Il fallait tomber dessus parce que le film a été très peu distribué en plus. Bah mais ça c'est mon Gilou qui rentre en jeu là, tu vois, c'est comme s'il avait un râteau cosmique comme ça, il regarde, il fait oh là, qu'est-ce que c'est que ce petit film. Et bon, petit aparté, mais il peut regarder un Come True et enchaîner avec un Danny Boone derrière, et puis un Abel Gance. Enfin, il a une façon comme ça d'aimer tous les cinémas. Alors pas tous évidemment, cette phrase est à relativiser, mais il est émerveillé par tout type de cinéma, avec des degrés de hate watching différents évidemment, mais du coup c'est pour ça que le film est passé elle n'est pas passée entre les mailles de son filet, et on l'a regardé ensemble un peu par au début acquis de conscience, de dire bon, allons voir ce qui s'est fait dans des choses, et s'il y a un truc qui vient de sortir, c'est trop bête quelque part de pas aller le voir si on marche un peu bien sûr sur des placements. Et puis il y a un petit côté un peu déceptif évidemment, nous si on l'avait fait on aurait pas ces moyens là et tout. Enfin il y a un vrai talent quand même, qu'on aime ou pas le film, il y a quand même surtout qu'il est à tous les postes comme tu le disais quasiment, donc on aime ou on n'aime pas, mais au moins il y a une vraie intention créative qui se tient, je trouve quand même assez solidement de bout en bout du film. Et du coup bah c'est d'autant plus dur que c'est chouette quoi. Donc voilà l'anecdote de départ du film. Je comprends. Après, c'est pas une invitation pour aller se faire un Danny Boone après le film, si vous nous écoutez. Et juste pour vous dire, pendant une nuit, on avait une chambre à l'hôtel tous les deux, et puis on avait un truc le lendemain, et du coup, on s'est dit, vas-y, qu'est-ce qu'on regarde? Et on avait essayé de faire le spectre le plus large du mauvais cinéma français, et on avait commencé par Alad 2, et dans la même soirée, on a regardé Doute, chronique de la vie politique, là je sais plus quel est le sous-titre, mais avec Christophe Barbier et Benjamin Biolay, c'était assez improbable. Mais vous cherchez la souffrance. Donc on a fait ces deux. Voilà, et après on regarde des bons films bien sûr, mais là ce soir-là on avait envie d'un petit peu d'explorer voilà les abysses, et c'était super. Parce qu'en vrai on a passé bizarrement des bons moments en fait, c'est toujours pareil, c'est qu'est-ce que tu cherches dans un moment, voilà. Bah écoute, merci pour cette présentation et cette défense du film. C'est parti dans tous les sens, hein, je suis désolé, c'est juste c'est difficile. En vrai, non, j'ai pas trouvé de mon côté, et puis c'est bien. Déjà, tu auras placé à peu près, je pense, tous les éléments du film en place. Maintenant, on va voir si le conseil de James Scarrow a approuvé ou a subi. J'ai peur. Parce que à partir de maintenant, tout peut arriver. On va sans doute spoiler un petit peu plus maintenant, parce qu'on va forcément évoquer quelques autres aspects du film, quelques thèmes, et un peu la fin. Notamment, Amélie, toi, ce dont tu veux parler, ça implique à un moment la fin. Donc c'est pour ça que je te préviens maintenant. Mais je viendrai à la fin.
Mais, à la fin de ton tunnel. Ouais, donc la fin de la fin. Voilà. Mais en tout cas, Amélie, dis-nous tout, comme tout. Qu'est-ce que tu en as Alors, pensé ? moi, je l'avais découvert en programmation de festival de SF. Donc, à l'époque, je faisais partie d'une équipe de progrès pour un festival de SF. Et on l'avait reçu et je sais qu'il nous avait bien plu, mais je ne me souviens pas. Je crois pas qu'on l'ait programmé, il me semble pas. Et du coup, ce film m'avait bien plu déjà à l'époque. J'en avais un bon souvenir. Je l'ai peut-être revu un petit peu à la baisse en le revoyant là. Notamment parce qu'il y a un truc que tu as évoqué, Alt, et qui est hyper présent dans le film, c'est la psychanalyse en fait. C'est que ça ne vous a pas échappé, le film est divisé en chapitres et chaque chapitre porte un titre, et en fait ces titres sont les archétypes définis par Jung, donc un psychanalyste, pour définir en fait la manière dont est constitué notre nous intérieur. Alors je vais certainement dire désolé aux gens qui sont spécialisés en psychanalyse, je vais faire de gros raccourcis. Et du coup, on peut, en plus de voir la notion de rêve qui est bien sûr au centre du film, il y a aussi un truc où les personnages sont un peu des représentations de ce qui constitue la personnalité de l'héroïne. Par exemple, cette figure qu'on voit, cette figure noire avec des yeux très, très lumineux qu'elle aperçoit dans ses rêves et enfin, surtout dans ses cauchemars, et qu'elle finit par apercevoir autour d'elle. Dans le film, on peut apercevoir cette ombre plusieurs fois dans les arrière-plans, un petit peu qui se détache pas trop du fond ou du décor, mais qui est quand même présente. Et donc ça peut être l'archétype de l'ombre. Et l'ombre, c'est désigné en psychanalyse comme une sorte de représentation du moi que l'on peut rencontrer dans nos rêves, voilà, et qui est une sorte de double de nous-mêmes, mais qui incarnerait toutes nos pulsions refoulées. C'est un peu notre double maléfique, quoi. C'est ce que nous pourrions être et ce que nous ne sommes pas. Donc en fait, cette menace qui la suit partout pourrait juste être un simple élément d'elle-même, c'est-à-dire tout ce qu'elle n'est pas. En tout cas, tout ce qu'elle n'est pas dans son persona, c'est-à-dire sa personne publique que nous avons tous, c'est-à-dire que c'est le petit masque social qu'on met quand on est en présence des autres. Et parmi ces archétypes de Jung, il y a l'anima et l'animus, qui sont pour l'un la partie féminine chez l'homme, et pour l'animus, la partie masculine chez la femme. Et il faut aussi rappeler que la psychanalyse est, je suis obligée de le préciser, est une discipline qui est parfois décriée et remise en cause par beaucoup de gens. Donc voilà, faut pas prendre ce truc-là comme une vérité absolue, mais le film, en tout cas, s'appuie de toute évidence sur la psychanalyse. Donc vous prenez ça avec les pincettes que vous voulez. Mais en tout cas, le film y fait référence. Et donc, l'animus, c'est la part masculine chez une femme qui est censée nous être insupportable en tant que femme et qui apparaît souvent dans nos rêves, parfois comme agresseur, mais souvent dans nos fantasmes. Et là, on peut se dire que ce jeune médecin, Riff, qui suit l'héroïne durant son traitement, qui sort un peu de nulle part, qui a l'air très sympa, mais bon, qui est quand même un peu plus vieux qu'elle, mine de rien, et avec qui elle finit par avoir un rapport sexuel, peut être en fait justement la représentation de son animus, c'est-à-dire la part masculine qui est dans sa personnalité de femme. Et du coup, voilà, on a une sorte de progression par chapitre dans ses rêves, et le rêve qui est un outil très utilisé en psychanalyse, justement pour accéder à ces formes de l'inconscient et qui sont, on va dire, nos personnalités en dessous du... Enfin, vous savez, il y a Freud, le moi, le surmoi, tout ça. Et on descend comme ça dans les abîmes de la personnalité de l'héroïne jusqu'à arriver effectivement à son moi absolu, et le moi qui est la vérité et donc la révélation finale. Est-ce que du coup c'est vraiment des rêves ou c'est juste une sorte effectivement de représentation de son monde intérieur? Est-ce que les personnages ne sont pas juste des duplicats d'elles-mêmes qui sont juste à des archétypes à divers degrés on va dire de profondeur de son subconscient? Ça, c'est une autre interprétation du film. Mais en tout cas, à la fin, attention, je vais spoiler la fin, l'héroïne tombe sur un message sur son téléphone portable qui lui dit que, en fait, ça fait 20 ans qu'elle est dans le coma et qu'on a essayé de lui envoyer ce message et on ne sait pas sous quelle forme il va apparaître dans ses rêves. Révélation finale, tout ceci, en fait, elle était dans le coma depuis le début, comme Pokémon. Mais quand j'ai lu ce petit message, je me suis dit tiens, mais moi je l'ai déjà lu ce message. Et en fait, c'est une creepypasta. On va pas très très populaire, mais une creepypasta sur les internets. Moi, je l'avais vu sur 9gag à l'époque, mais il y a des trucs sur Reddit, sur 4chan et tout ça.
qui est un peu, en fait, c'est toi-même qui vois ce truc-là, peut-être que c'est toi-même qui est dans le coma. Mais ces petites phrases servent aussi de writing prompt, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui écrivent des histoires à partir de ce texte. Vous pouvez chercher sur Reddit, en tapant le contenu du message, vous tomberez très vite sur des gens qui écrivent des petites histoires, des petites nouvelles, qui partent de ce postulat-là que leur héros ou leur héroïne est dans le coma depuis 20 ans. Et en fait, c'est assez logique avec le film parce que justement, Al, tu parlais du côté très analogique de la technologie qui est utilisée pour analyser les rêves. Et quand je revois le film, même si je me rappelle de cette fin qu'elle est dans le coma, je me rappelle pas que ça fait 20 ans qu'elle est dans le coma. Et en fait, du coup, ça se justifie. Parce que si ça fait 20 ans qu'elle est dans le coma, elle a des notions de technologie qui sont analogiques et qui se mélangent avec les technologies d'aujourd'hui, puisqu'elle a un smartphone et tout ça. C'est là que la notion entre le rêve et la réalité est un peu floue. Enfin, en tout cas, l'esthétique analogique se justifie. Et du coup, j'ai regardé un petit peu les théories sur Internet qui se demandent à partir de quand est-ce qu'elle est dans le coma. Est-ce que c'est depuis le début du film ? Ce qui pourrait être le cas parce que, par exemple, elle n'a aucune interaction avec sa famille. Mais beaucoup pensent que c'est à partir du moment où elle fait une crise d'épilepsie dans la laverie, où il y a justement cette figure de monstre qui est là. Et ensuite, des choses sont un petit peu plus fantasmagoriques. On va dire déjà, la vieille dame qui la réveille n'a pas l'air d'être un vrai personnage. On dirait un personnage que tu aurais inventé pour si tu voulais faire une vieille dame. Et surtout, à partir de ce moment-là, il y a des personnages qui disparaissent, comme son amie Zoé, Emily, qui suit aussi le traitement avec elle, et surtout son téléphone portable qu'elle va retrouver ensuite dans un endroit improbable. Donc ça peut un peu correspondre à une quête dans un rêve, vous voyez, quand les choses commencent à devenir un petit peu absurdes, et où il y a des personnages comme ça qui apparaissent, qui disparaissent sans vraiment d'explication. Et d'ailleurs, pour finir, apparemment, il y a des références à la numérologie, donc encore une science extrêmement fiable, dans le film, notamment sur l'heure qu'elle voit sur son téléphone portable. Donc, excusez-moi, je n'y connais absolument rien en numérologie et pour tout vous avouer, c'est pas vraiment une science, enfin en tout cas une discipline qui m'intéresse. Mais apparemment, 7h11, c'est le nombre qui signifie l'âme sœur, donc qui apparaît au tout début du film, donc qui préfigure qu'elle va rencontrer Jérémy. Et 10h01, c'est le nombre qui correspondrait au réveil. Et c'est le nombre qui est à la fin sur le téléphone de l'héroïne Anne, c'est ça. Donc voilà, il y a quand même le réalisateur nous met des petites touches comme ça, des grosses touches de psychanalyse et des petites touches de numérologie, un petit peu de trucs pseudo-scientifiques, ésotériques, voilà, un petit peu dans un mélange, mais finalement, le rêve, c'est un petit peu tout ça. C'est quelque chose qui est étudié par les religions, par les pseudosciences, par la numérologie, par la divination, par la psychanalyse, par la psychiatrie. Donc en fait, le rêve, il concorde au centre de plein de disciplines et le film ne se prive pas d'aller piocher un petit peu partout, voilà, pour nous construire un univers de mythologie cohérent. Très beau speech. J'ai même pas capté que tu avais fini. Le point final était parfaitement dosé. Beau scud sur les pseudosciences. Encore des belles mentions YouTube, à n'en pas douter, qui nous tombent sur la gueule bientôt. Merci beaucoup, Amélie. Désolée, si j'évoque la psychanalyse, je suis obligée de dire que c'est quelque chose qui est discuté. Je peux pas tenir ça complètement. Mais t'as totalement raison. Je dis juste qu'en fait, à partir du moment où tu parles d'une pseudoscience ou n'importe quelle croyance, tu peux être sûr que le seul mec qui est pro sur ce truc va débarquer et va te dire il va aller vous faire foutre. C'est toujours comme ça, quoi qu'il arrive. Donc on verra, on va bien s'amuser, on verra si la pêche est bonne. Il n'empêche que quel que soit je rebondis juste un instant là-dessus, quel que soit, et je comprends bien qu'on se pose la question, le degré de véracité, on sent bien qu'il y a en tout cas un matériau hyper intéressant pour créer de l'art et des histoires en tout cas là-dedans, et je trouve qu'il le fait malgré tout, effectivement. T'as tout à fait raison de tout ce que tu soulèves, mais il le fait d'une façon qui est pas trop pompière, où j'ai pas senti qu'il essayait de me ramener. C'est vrai que ça s'arrête un peu presque au titre de chapitre, qui sont presque un peu poétiques, tu vois, l'animal, animus. Tu vois, il y a des choses, même quand tu comprends pas tout à ces questions-là, elle t'invite à une espèce de forme d'académisme étrange. Donc du coup, je trouve que dans le film, ça reste relativement digeste, mais effectivement, t'as tout à fait raison. Et je rebondirais aussi, parce que je voulais vous le dire, il fallait, mais le personnage qui joue Riff est le sosie parfait entre Daniel Radcliffe et Jared Leto. Voilà, donc c'est assez spécial. Moi, j'aurais dit Joachim Phoenix, Daniel Radcliffe et Joachim Phoenix. Ah ok, d'accord. Moi, c'est les yeux bleus à la Leto avec la barbe et tout, mais t'as raison. Bref, en tout cas, ça m'a perturbé pendant tout le visionnage du film, du coup. Mais fallait le placer.
Ouais, non, mais c'est super intéressant ce que tu dis sur tout ce côté effectivement psychanalytique et je trouve que ouais le film en ça joue de toute façon tu sens qu'il va chercher plein de marqueurs de films même qui ont été aimés de thématiques et qu'il en fait quelque chose voilà avec sa vision un petit peu arty, mais je trouve que ça tient bien, alors même que voilà j'aurais pu citer 20 refs ou trop entre guillemets, mais je trouve qu'il arrive à trouver sa grammaire entre guillemets, et ce qui est assez cool, et c'est sans doute dû au fait qu'il y a une vision comme ça qui englobe un peu tout et qui tient voilà, soit ce genre de processus ça fait que le film est épouvantable, soit parfois aussi ça peut donner moi j'avais ressenti un peu ça aussi dans Skinamarink que je peux tout à fait comprendre qu'on déteste aussi. C'est pas un film que je trouve si étranger que ça dans son approche d'un rythme assez alors Skinamarink c'est bien plus extrême, mais voilà c'est typique du film qui peut laisser pas mal de gens sur le côté, mais quand tu rentres dedans c'est vraiment un truc qui peut assez vite opérer sur une couche un peu que t'arrives pas trop à verbaliser comme ça, mais où ça te touche sur voilà ces thématiques qui sont communes et sur lesquelles on n'a pas grand chose à dire parce qu'elles sont intimes, elles sont souvent un peu bizarres, t'oublies tes rêves quand tu te réveilles. Enfin, il y a quand même un matériel qui va qui jouer dure à assez fond sur le jeu, sur le film. Voilà. Skinamarink est bien pire en termes de côté extrême, comme tu l'as dit. Par contre, lui, c'est le filtre ultime. Autant comme True est monté comme un vrai film classique. Skinamarink, c'est le level au-dessus pour ceux qui l'ont tenté. C'est vrai. Moi, Skinamarink, c'est fou parce que c'est la première fois que ça m'est arrivé. J'ai passé le film à me dire putain, j'aime bien. Mais bordel, qu'est-ce que c'est intransigeant et qu'est-ce que plein de gens vont, avec raison, tu vois, détester, avec raison dans le sens où je peux grave comprendre qu'on supporte pas ce film, quoi. Mais voilà, j'ai été dans l'équilibre entre c'est trop cool, ça me parle et je trouve que ça tente des choses que j'avais jamais vues de façon aussi extrême et du coup assez cool. Enfin, tu vois, je me mettais à voir des images dans le bruit du film, tu vois, c'est un truc, c'est comme une expérience assez chouette quand t'es ouvert aux trucs un peu expérimentaux et tout. Si tu voulais voir un film d'horreur, je peux capter qu'aussi tu sois là en mode qu'est-ce que c'est que ce truc, c'est un PowerPoint, enfin tu vois, il y a des trucs mais voilà, moi j'accepte le truc du film, mais moi j'ai été complètement client de la proposition, quoi. Skinamarink, d'ailleurs, pour l'anecdote, passé un temps, il était prévu qu'il sorte en salle. C'était même ESC qui devait se charger de la chose. Le truc a été annulé pour finalement ne sortir que en support physique. Et pour avoir été chargé de le présenter pendant le festival On vous ment, et avoir découvert en fait à la dernière seconde que le public était composé majoritairement de collégiens et de lycéens, j'ai compris pourquoi ESC l'avait déprogrammé. Parce que j'ai joué franc jeu, je leur ai dit voilà, écoutez, c'est soit vous rentrez dans le film et vous allez avoir peur, voire même très très peur, parce que le film joue vraiment sur ce qu'on ne voit pas, sur l'attente, sur des sons qui sont murmurés, chuchotés, et si on est client, là ça fonctionne. Soit vous rentrez pas dedans et là vous allez vous faire chier pendant 1h30, donc voilà, soyez respectueux des personnes qui sont dedans, éteignez vos téléphones portables, si vous vous faites chier, je sais pas, essayez de ne pas trop gêner les autres. Hors de la salle. Voilà. Et 2 heures plus tard, en fait, je me suis rendu compte en questionnant un petit peu les gens qui étaient sortis que 90% des collégiens ou des lycéens, je sais plus, avaient juste détesté le film et qu'il n'y avait qu'une infime poignée qui avait adoré le film, et je crois qu'il y avait eu un malaise. Donc c'est quand même une petite victoire, quoi. Ok. Petite victoire, mais qui aurait quand même dû sortir sur grand écran. J'aurais aimé, mais je comprends que ESC est freiné. Mais moi, je suis pas sûre que l'ambiance était faite pour être diffusée sur grand écran, tu vois. Je pense que c'est un film qui se regarde chez toi à 3h du mat avec un casque et qu'en salle, c'est compliqué. Ouais. Je pense qu'il aurait vraiment fait une sortie très, très difficile. C'est une expérience qui se vit vraiment seule ou vraiment dans un très, très, très petit groupe, avec le son à fond, le noir total. Et le calme si plat. Tu vis ça en salle sur un grand écran, très bien, mais il suffit d'un couillon dans la salle qui allume son téléphone ou qui gesticule, qui fait du bruit, et là c'est foutu, quoi. Oui, donc le public, pas du tout du cinéma d'horreur, du coup. Voilà. Non, pas du tout. On va revenir sur ce qui nous intéresse aujourd'hui, parce que Skinamarink, c'est un autre épisode, limite, en vrai, parce qu'il y a le court-métrage, il y a plein de trucs à parler, enfin, c'est super vaste. On va passer à Dario. Dario, toi, c'était une découverte, le film. Oui. Comme souvent, parce que souvent de oui, c'est vrai. C'était une découverte. J'étais déjà surpris de voir que le film en français s'appelait Bad Dreams. Du coup, toujours terrible de traduction. Ouais, on est pas passé loin de Very Bad Dreams, même, je pense. C'est ça. Donc voilà, c'est toujours surprenant. Je vais essayer de pas répéter ce qu'Amélie a dit, parce qu'elle a dit pas mal de choses que je comptais dire. Juste pour revenir un peu sur le côté technologique, je trouvais un peu intéressant. Parce que c'est vrai que c'est quand même assez rigolo quand Riff dit tiens, tu peux me sortir ça en 4K, alors qu'en fait ils sont sur des vieux écrans cathodiques 6 pouces et qu'il y a des gros boutons qui font clong. Je trouve ça un peu marrant, je me dis à quel moment il va sortir un truc en 4K. Je n'y crois pas. Mais sinon, à part ça, en vrai, le film, j'ai bien aimé.
Ça change, merci Alt. C'est vrai. Merci de venir me sauver. Oui, parce que tu interromps un run de folie de Dario depuis quelques épisodes là. Mais du coup, voilà, ça me permet de rebondir puisque j'ai quand même trouvé le film ultra maîtrisé, même si, comme tu l'as dit, Alt, il tombe dans un écueil un peu relou de, bon, maintenant on peut le dire, de oulala, c'était un rêve ou t'étais dans le coma depuis le début. Voilà, il tombe dans cet écueil-là qui est un peu relou, mais je trouve quand même que malgré ça, le film est super maîtrisé et ça me permet de revenir sur Terrifier 2, puisque là, on a un réal qui écrit son film, qui le monte, qui fait les effets spéciaux, qui fait la musique. Bon, si t'enlèves la musique, Terrifier 2, c'était pareil. Je pense qu'en termes de budget, on doit pas être très loin de Terrifier 2. C'est 1000 fois mieux que Terrifier 2. Désolé, tous les fans de Terrifier 2, je persiste et signe. Encore te manger un appel au suicide, toi, tu vas rien comprendre. Ouais, mais en même temps, désolé. Mais voilà, là, quand on est devant un film qui est vraiment réussi, où on sent que la vision artistique, en tout cas de l'auteur, est respectée et a un certain sens, ce qui n'est pas vraiment le cas de Terrifier 2. Bon, j'ai assez craché sur ce film, mais juste c'était plus pour faire un trait d'esprit par rapport à mes haters, parce que j'ai des haters maintenant. Mais voilà, je trouve que le film se tient vraiment énormément en termes de direction artistique, c'est assez fou. On n'a pas parlé encore des images de synthèse qui constituent en fait les visions de rêve. On n'en a pas trop parlé et je trouve que c'est hyper intéressant. C'est très étrangement, je trouve qu'il y a un côté très organique alors que c'est littéralement de la 3D quoi. Et assez cheap quand tu la regardes, mais je trouve qu'elle est bien utilisée. Mais je te rejoins sur ce que tu dis. Ouais, le côté noir et blanc avec des noirs très très profonds, etc. Il y a vraiment, il y a un truc qui m'a beaucoup parlé, c'est ce travelling en fait vers l'avant, sans arrêt. C'est vraiment un truc de rêve, je trouve. Moi, j'ai des souvenirs. C'est du voyage astral pour moi. T'as un peu ce truc de sortie du corps ou plutôt que de la montrer en train de marcher du truc. J'ai trouvé ça très cool de rester sur ce travelling assez lent qui est à la même et où tu passes dans des trous et des portes. Et du coup, ça, j'ai trouvé ça très cool la façon de montrer justement le voyage du rêve complètement. Ouais, je suis d'accord et sans compter que la porte, c'est un symbole qu'on retrouve souvent dans les rêves, etc. Moi, ça m'a un peu fait penser à Resident Evil, personnellement, mais je suis pas sûr que ce soit la ref, mais moi, je l'ai noté dans mes notes. Je suis ah ouais, la porte. T'es obligé, t'as une porte qui s'ouvre face à toi, lentement, tu ne peux pas penser. Forcément. Là où, oui, effectivement, je trouvais que le film pêchait un peu, c'est la fin. Je trouve que. Alors, surtout que moi, j'ai pas eu de chance, parce que du coup, je l'ai loué sur Prime Video. Je sais pas si vous avez vu des films sur Prime Video récemment. Ils lancent en fait un film juste après. En fait, t'as un petit timer en bas et en fait ils m'ont lancé un spectacle d'un comédien français que je ne connais pas. Au moment où le message s'affiche et ça met tu es dans le coma depuis 20 ans machin. Donc j'ai même pas vu le générique du film puisque le spectacle de je sais plus qui s'est lancé directement après. Je me suis dit du coup je suis revenu en arrière pour essayer de voir si c'était bien la fin du film, etc. J'ai vu un truc comme ça où c'était la fin de Shining. Tu sais, quand Norman Bates lève les yeux et en fait, ça l'a lancé sur LOL qui ressort, tu vois. Et merci, c'est ce truc que j'ai vu passer, c'était incroyable. Pardon, j'ai dit quoi ? Ah, pardon, Psychose. Oui, c'est sur Psychose, exactement. Oui. Ouais. Et c'est pile au moment où on voit le squelette en fait derrière son visage, donc t'as vraiment ce fondu incroyable. Et là, ils te mettent effectivement la version américaine de qui ressort, c'est l'angoisse, la techno-angoisse 2000, c'est trop bien. Bon, ça, du coup, c'est pas de la faute du réal, heureusement, mais voilà, je parlais de direction artistique réussie, et il y a aussi ce côté, Al, t'en parlais un peu, t'as dit le terme que je voulais employer, le terme cotonneux, donc je vais utiliser le terme brumeux pour faire un truc un peu différent, mais le film, en fait, il a une profondeur de champ très, 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 très réduite, et du coup, ou alors ils ont utilisé des téléobjectifs, parce qu'il y a une compression assez folle, en fait, derrière les personnages qui détachent tout le temps les personnages du fond. Et c'est vraiment quelque chose qu'on associe souvent au rêve dans la mise en scène. Quand on veut faire une séquence qu'on dit séquence de rêve, on a tendance à ouvrir l'iris de l'objectif à fond, justement pour avoir ce côté très cotonneux ou laiteux. J'aime bien utiliser ce mot un peu laiteux, même s'il est dégueulasse. Et donc je trouve que en termes de direction artistique, c'est quand même vraiment super réussi. J'aurais du mal à critiquer le film à part vraiment pour cet écueil de fin. Et là, c'est vraiment plus un truc de scénar que de mise en scène, parce que pour le coup, la mise en scène, elle est vraiment au cordeau, je trouve. Et encore une fois, c'est assez fou de se dire qu'il y a un seul gars qui a fait l'écriture, la réal, la musique, les effets spéciaux. Parce que le film, je pense qu'il n'a pas coûté grand-chose. J'ai pas réussi à trouver l'information sur Internet, je sais pas si vous l'avez, sur le budget du film. J'ai rien trouvé.
J'ai juste trouvé que le film avait rapporté $70 000 au box-office, qui est en soi que dalle, mais j'imagine que le film n'a pas dû coûter beaucoup plus cher. Mais voilà, vraiment une réussite artistique de bout en bout. Voilà. Je suis resté un peu sur le cul à la fin, j'étais un peu dans les pensées, j'étais en mode j'ai très envie d'aller voir sur internet en fait des gens qui ont vu le film 6 fois et qui commencent à le décortiquer. Mais en même temps, est-ce que ça va pas contre le principe même du film, justement, de rester sur un truc qui te touille le cerveau en fait, pendant 2 jours. Ouais, voilà, c'est ça, où tu te dis, putain, mais du coup, pareil, la question que t'as posée à Amélie, en mode, attends, elle est dans le coma depuis quand? Est-ce qu'elle était dans le coma depuis le début, machin? C'est un film qui est hyper dense et qui, je pense, gagne à être revu, pour le coup. Si je... Oui. Non, juste pour parler de la fin, parce qu'il y a un autre truc qu'on n'a pas évoqué, mais je sais pas ce que t'en as pensé, mais c'est aussi un film de vampire, malgré tout aussi. On n'a pas évoqué ce souci-là, mais il y a ça aussi. Qu'est-ce que t'en as pensé? Moi, ce truc de vampire, j'avoue que je l'ai pas vécu comme une vraie transformation d'un vrai vampire dans un film de vampire. Pour moi, c'était vraiment juste un espèce de payoff au rêve de Riff d'avant, où on voit un petit peu en mode synthwave dans une télé, où justement Sarah elle a des dents de vampire, etc. Pour moi, c'était juste un truc qui faisait référence à ça, mais j'ai pas trop réussi à savoir ce que j'en pensais de ce truc-là. Pour toi, c'est un film de vampire, du coup? Non, mais en fait, moi, je suis pas très client des films de vampires dans l'absolu, même s'il y a plein de thématiques qui sont cool. Et en fait, en le revoyant aujourd'hui, alors même que la première fois, ça m'avait un peu sorti du truc en disant what, tu vois. Et du coup, j'avais trouvé ça un peu arty de dire ouais, un truc qui sort de nulle part et tout. Et en fait, en le revoyant aujourd'hui, quand tu t'attaques quand tu te réfléchis un peu aux thématiques et aux grands thèmes du vampire, t'as quand même cette idée aussi de vie éternelle, et ce qui va un peu avec ce coma. Enfin, je l'ai vu un peu comme un miroir avec le coma, avec le fait que est-ce que les vampires sont pas des gens quelque part, parce qu'on le présente toujours comme chez Anne Rice et tout, il y a cette espèce de romantisme d'une vie éternelle, de l'amour, d'une forme de passion et tout. Et là, il y a un versant un peu comme dans Martin de Romero, où on nous montre un vampire qui est un jeune ado qui va prendre des seringues de sang chez les gens dans le train, quoi. Là, il y a un peu ce truc de prendre un mythe comme ça, très gothique, très 1000 fois vu, et là de le faire venir comme une espèce de métaphore finale d'une forme de spectre éternel, comme ça, finalement très seul, finalement, et tu remets en question un peu tout le rapport au réel qu'elle a effectivement avec les gens. Est-ce que, enfin voilà, ça donne envie de voir le film sous une autre lecture, et je trouve que c'est fait d'une façon quand même relativement. Elle monte juste ses dents devant une glace en les touchant d'un air un peu interdit. Enfin, ça reste assez poétique, mais du coup, ça m'a moins choqué en le revoyant finalement, et en me disant que c'est peut-être aussi une forme de en fait c'est un film de vampire mais vous l'aviez pas vu, et j'aime assez le côté réinterprétation venue de nulle part, et qui fait pas tant tâche que ça en fait, quoi. Moi je pense que je l'ai un peu plus vu comme la figure du vampire, c'est vraiment un truc qui est lié aussi à la sexualité, donc le passage à l'âge adulte. Et comme Sarah elle a 18 ans dans le film, pour moi il y avait plus une métaphore sur le passage à l'âge adulte, mais encore une fois j'ai pas eu j'ai pas abouti cette pensée là, mais pour moi, le message c'était plus ça, mais après, oui, ce que tu dis, ça a aussi énormément de sens, et c'est pas, ça serait pas surprenant venant d'un truc un peu plus arty que voilà, ce soit un film de vampire depuis le début et on s'est fait avoir, quoi. Tu veux continuer, Dario, ou non, c'est bon. Content que tu aies aimé un des films de la Spooky Season. Ouais. Non, t'avais quand même aimé un petit peu la trilogie X, mais oui, non, j'aime bien effectivement la trilogie X. Ça fait plaisir de te revoir un peu content. Prendre des couleurs. Vous m'appelez s'il y a besoin. Tous les 6 mois, vous m'appelez, puis j'enjaille un peu Dario, vous n'avez pas de problème. Allez, reviens, Dario. Dès que vous sentez qu'il est un peu au fond du Komodo, vous m'appelez, puis De ton côté, Mathieu, vas-y, toi, tu l'avais déjà vu, il me semble, non? Pas sûr. Je l'avais déjà vu, ouais, et je cherche depuis tout à l'heure comment est-ce que j'ai découvert ce film, je t'avoue, je m'en rappelle pas. Mais soit j'en ai entendu parler dans les colonnes de Mad Movies, soit je l'ai vu en fait par rapport à une programmation de festival ou quoi, ou via la bande-annonce sur YouTube, enfin bref, je sais plus comment c'est arrivé. Mais très très vite en fait, quand j'ai commencé à voir des informations sur le truc, je me suis dit non, ça va, il y a tout en fait dedans qui est là pour me plaire, quoi. Je suis très très fan de tout ce qui est film un petit peu d'ambiance, où il y a une espèce de mystère qui plane et où à la fin on n'a pas forcément l'explication sur tout ce qu'on a pu voir précédemment. Des films comme Mulholland Drive, Donnie Darko qu'on a déjà cité, ou même The Neon Demon, enfin plus récemment. Ça vraiment, ça c'est ma came. Donc comme True, quand je l'ai vu la première fois, je me suis dit ok,
C'est très prometteur, j'ai beaucoup aimé. Donc vous avez abordé beaucoup de choses sur lesquelles je vais pas forcément revenir. Là, à la revoyure, je trouve qu'il y a quelques petits soucis en termes de rythme au niveau du montage. C'est pas comme Terrifier 2, faut pas exagérer non plus. Mais je trouve que le film est un petit moment avant de démarrer. C'est un défaut qui m'avait pas forcément choqué. Enfin, choqué, c'est pas forcément le bon mot, mais j'avais pas forcément vu ce défaut la première fois que j'ai vu le film. Mais là, ça m'a un petit peu plus sauté aux yeux à la seconde. Mais le film est bien quand même 40-45 minutes avant de vraiment démarrer, et qui est un personnage qui explique au personnage principal voilà à quoi sert la machine sert à décoder les rêves et à les afficher en fait sur un écran. Tout ce qui précède, c'est un petit peu longué à mon sens, mais à partir du moment où on comprend cette information et à partir du moment où en fait le film démarre véritablement, là c'est du bonheur. Il y a, comme disait Alt, en fait il y a des séquences qui sont absolument sublimes. La direction artistique du film, elle est juste impeccable. La fin, qu'on l'aime ou qu'on l'aime beaucoup moins, je la trouve quand même assez courageuse, parce qu'effectivement l'espèce de gimmick de en fait tout était un rêve, gna gna gna. Effectivement sur le papier c'est très chiant, mais comme l'a rappelé Amélie, ça ouvre en fait des portes vers énormément de choses, et un petit peu comme les films que j'ai cités précédemment. À la fin de Come True, en fait, on n'a qu'une envie, c'est de le revoir et de faire attention en fait aux détails pour voir s'il n'y a pas des choses qui nous ont échappé et qui permettraient d'expliquer un petit peu plus correctement tout ce qu'on a vu, quoi. Par exemple, il y a qu'au deuxième visionnage où j'ai vu qu'à un moment donné, je crois que c'est dans la scène de la laverie, on voyait une ombre noire se refléter en fait derrière l'héroïne. Chose que je n'avais absolument pas vue à mon premier visionnage, quoi. Et je suis persuadé que j'en ai loupé plein d'autres. Après, j'ai quand même été assez curieux de voir ce que le réalisateur avait fait avant, parce que je savais qu'il avait fait des courts-métrages. Mais, sauf erreur de ma part, il a fait qu'un seul long-métrage, parce que Come True date de 2020, et son précédent long, donc son premier, date de 2018. Et c'est un film qui est aussi disponible sur Prime. C'est un film qui s'appelle Notre Maison, donc Our Home, et Our House, pardon. Et j'ai vu beaucoup de similitudes en fait avec Come True. Dans les deux cas, il y a des gamins sur des vélos, il y a des parents qui sont totalement absents, il y a une ombre noire en tant que méchant principal du film. Dans les deux cas, il est question aussi d'appareils qui permettent de réaliser une chose qui est complètement irréelle. En termes de mise en scène, on retrouve aussi ces lumières bleues caractéristiques en fait des écrans cathodiques. Et il y a aussi toute une espèce de kink au film d'horreur, au film de genre même plus largement, des années 80. Tout à l'heure on citait La Chambre 237, mais si on regarde un petit peu dans les chambres, on voit pas mal de posters en fait qui sont des clins d'œil. Je crois dans celui-ci il y a un poster de Terminator. Ouais. Et dans son film précédent, donc Our House, on a un poster de La Mouche aussi. Du coup, j'ai vu en fait dans ce film qui est pas forcément un grand film. Enfin, c'est juste un gamin qui très rapidement se retrouve à devoir être le responsable de toute sa famille, enfin de ses frères et sœurs plutôt, parce que ses parents décèdent dans un accident de voiture très tôt dans le film. Et le gamin avait été parti d'un dîner familial pour aller expérimenter plutôt un appareil qu'il avait conçu depuis un petit moment, un appareil qui était censé créer du courant électrique sans qu'il y ait de fil. Et en fait, au bout d'un moment, il se rend compte que cet appareil ne crée pas de l'électricité, mais crée une espèce de dialogue avec des entités présentes dans la maison. Et lui se dit, voilà, mes parents sont décédés depuis peu, je vais peut-être pouvoir dialoguer en fait avec eux. D'autant plus que sa jeune sœur, en fait, qui doit avoir 6 ou 7 ans, lui raconte dialoguer très fréquemment avec sa mère dans sa chambre. Or, ce qui va déclencher, c'est la venue d'entités qui sont pas ses parents, mais qui sont des fantômes qui ont vécu dans la même maison, mais plusieurs décennies en arrière, dont une ombre noire qui va venir en fait les embêter, quoi. Donc voilà, sur le papier, c'est pas forcément très original. En termes de rythme, on a aussi ce même problème le film démarre au bout de 45 minutes. Techniquement, il n'y a pas vraiment de gros soucis ou quoi, mais on sent que c'est un premier film, on sent qu'il y a encore des trucs qui sont assez fragiles. Je retrouve quelques-uns de ses défauts dans Come True, mais je trouve le film infiniment mieux maîtrisé que ne l'était donc son premier film. Mais en l'état, je suis quand même assez curieux de savoir ce que va faire ce réalisateur pour son troisième film, qui, je l'espère, sera enfin le film qui mettra d'accord tout le monde, même si avec Come True, on n'est vraiment, vraiment pas passé loin du petit chef-d'œuvre. Et pour un deuxième film, c'est déjà bien. En deuxième film, c'est déjà très bien. Ouais. Le deuxième film est quand même une épreuve plus terrible que le premier film, parce que t'es attendu. Oui, ouais. Mais tu vois, je suis même assez perplexe par rapport au fait que Come True n'est pas autant de popularité que ce que j'avais moi imaginé, quoi. Ça reste un film qui est connu des amateurs de films de genre, de SF, de films d'ambiance, de trucs un petit peu étranges. Mais c'est pas encore une fois, c'est pas Terrifier, tu vois, c'est pas
c'est pas un mastodonte au box-office. C'est pas un mastodonte, voilà, tu vois. Enfin, ouais, mais c'est pour ça que... Il a même pas de truc physique. Enfin, il a même pas de DVD, il a même pas de Blu-ray. Juste, il a rien. Enfin, pour voir ce film correctement, t'es obligé de passer par des trucs de VOD. Et encore, faut batailler un peu, quoi. C'est pour ça que je suis content que Halt ait ramené le film, qu'on lui offre un peu de visibilité, parce que pour le coup, peu de gens en parlent. Et c'est pour ça que je souhaite vraiment ce que toi tu souhaites, que le réalisateur, au 3e film, ait enfin sa grosse percée, ou alors commence vraiment à se faire connaître, pour que du coup, rétroactivement, comme True, peut-être soit remis en avant aussi. C'est ce qui se passe un petit peu. Terrifier 2 a percé, donc les anciens courts-métrages de Damien Léon ont été remis en avant, ainsi de suite, tu vois, c'est l'exemple facile, mais on se comprend. Donc je suis totalement d'accord. Je pense que le marketing autour était pas forcément très bon. L'affiche du film, elle est pas très très vendeuse aussi, hein. C'est très classique, c'est juste le visage de l'héroïne en bleu. Ça te tease un film de genre extrêmement classique, comme tu en croises des milliers sur les plateformes de SVOD. Et quand t'es sur une plateforme de SVOD, tout se ressemble et s'en sortir dans l'algorithme, c'est très compliqué. Donc à moins d'avoir une affiche qui tue sa mère, c'est très dur. Donc voilà, c'est pas si facile à vendre que ça, un film pareil aussi. Parce qu'il n'y a pas d'entité de ouf à vendre sans spoiler. Il n'y a pas de boogeyman hyper beau, en fait, au niveau du character design qui est... il y a pas grand chose, tu vois, à se mettre sous la dent pour les trucs qui fonctionnent aujourd'hui, c'est-à-dire de l'image qui tue, de l'image qui pète, quelque chose que tu comprends très vite. C'est de l'ambiance. On se comprend. Et puisque ce que Mathieu disait sur le rythme aussi, que tu trouves un peu dur au début, ça doit pas jouer aussi en sa faveur, parce que je pense que sur une plateforme de VOD, tu cliques facilement sur un autre film si les 30 premières minutes tu te fais chier un peu, quoi. Ouais, parce que moi pour le coup j'étais dedans, parce que je trouve que ça va bien avec le ton du film, mais je comprends qu'on puisse trouver le film un peu long à démarrer. Ouais. Mais ce qui a joué aussi, c'est qu'il a eu une distribution assez difficile, parce qu'en fait il a vraiment bien marché en festival. Quand il est sorti dans les festivals, vraiment ça a été un énorme phénomène. Enfin, dans la niche d'horreur quand même, hein, au point où les gens se sont arrachés la BO en vinyle sur Waxworks. Ça a été quand même, ça a fait vraiment son chemin. Je me rappelle qu'à l'époque, on l'avait vu avec la sororité, on en avait fait des lives, les gens en parlaient beaucoup. Il y avait des gens qui attendaient de savoir quand est-ce qu'il allait sortir en salle. À l'époque, il s'appelait encore Come True, il n'y avait pas de titre français. Et pendant longtemps, les gens ont eu un espoir que ce film ait une vraie sortie en salle. Donc ça signifie quand même qu'il avait gagné en popularité. Parce que des films de festival qui font leur chemin au point où on attend une véritable sortie, où les fans en parlent, vraiment il y avait des théories autour du film. Moi je faisais partie de ces gens obsédés par le film, mais du coup je pense que clairement là où ça a péché, c'est qu'il n'a pas eu de distrib en salle, et du coup les gens l'ont peu à peu oublié, n'ont pas su comment voir le film, et il est arrivé un peu plus tard sur une plateforme, quoi. Il a un petit peu la même trajectoire qu'un autre film d'ambiance aussi, avec une petite touche un peu SF, qui, si je dis pas de bêtises, est aussi sur Prime. C'est un film qui s'appelle The Vast of Night. Est-ce que ça vous parle, ça? Pas du tout. C'est pas le truc qui est sorti, c'est Extra Lucide? The Vast of Night? Non. C'est une histoire d'opératrice radio qui va entendre potentiellement une espèce d'invasion extraterrestre. Et en fait, quasiment tout passe par l'audio. Et en fait, elle est paumée au milieu d'une station radio, en fait, en plein milieu de la nuit, parce que tout le reste du village est occupé à une fête dans une salle des fêtes, je sais plus quoi. Et en fait, elle va essayer de comprendre ce qu'elle entend, quoi. Et c'est très particulier, c'est très cool, mais encore une fois, le truc, moi j'étais super hypé quand j'ai commencé à lire des résumés, à voir la bande-annonce, et encore une fois, le truc, il a fini sa vie sur un truc de VOD, quoi. L'enfer. Après, je pense que ce qu'a joué sur Come True, putain, c'est compliqué, je suis désolé, Come True. Le film met un peu de temps avant de libérer un peu sa folie au niveau des visuels, au niveau de la photographie qui devient néon. Et là où d'autres films qui ont été évoqués dans ce podcast, je pense à Beyond the Black Rainbow, qui est aussi un film d'expérience très atmosphérique de Panos Cosmatos. Tu sais, ton pote Mathieu, le mec qui a fait Mandy. Je ne dis rien, tu vois, je pars politesse. Non, mais il a fait des bons trucs avant Mandy. Et je suis pas sûr. Là, il a eu sur ce film, le réal, la bonne idée de faire son film un truc totalement psychédélique dès le début. Donc t'es accroché par les visuels et les plans de ouf et la photographie qui a aucun sens, totalement surréaliste dès l'intro. Alors que, comme tout, est quand même relativement zen. Et un peu, je dirais pas le cul entre deux chaises parce que c'est cohérent dans ce que fait le film, mais peut vite passer pour le film indépendant chiant pour le public qui va juste zapper entre les films sur plateforme SVOD. Ce que disait Dario, en fait. L'attention des gens, c'est 10 minutes, c'est bon,
fais chier, tu zappes. Et j'ai vu un même passer l'autre jour disant que FX Twin, quand il faisait des concerts, il commençait par jouer 20 minutes de son totalement inaudible pour virer les gens qui sont là pour les mauvaises raisons, et au bout de 20 minutes, il met du bon son et tout. Il commence par mettre, c'est ça. Il y a peut-être un peu de ça, quoi, tu vois, peut-être dans le film. Mais en tout cas, pour quiconque lui aura donné sa chance, je trouve ça cool, parce que c'est aussi ça, c'est bizarre parce que tu voudrais que les films cartonnent tous, etc. Mais il y a aussi une petite beauté à se dire, tiens, ce film, j'entends pas trop parler, j'ai mon petit truc avec. Enfin, il y a aussi un charme aussi de... même si on veut qu'il puisse faire des films après, hein, faut contrebalancer ce que je dis, mais de donner de l'argent à ce gars, en vrai. Ouais, parce qu'il y a plein de films que parfois c'est horrible à dire, mais on te l'a tellement survendu, c'est tout le rouleau compresseur est déjà passé dessus, tu te dis presque si je vais pas aimer, je vais être bizarre, tu vois. Enfin, et là, c'est aussi cool dans cette profusion et ce temps qui est assez cool, où on peut tout avoir tout de suite maintenant, etc. De se refaire aussi un peu happer par des films, de leur donner leur chance, de devoir un petit peu signer un contrat avec eux. Et je trouve que même j'entends ce que vous dites, il met du temps à partir, mais il y a quand même les premières visions au bout de 10 minutes quand même du monde onirique, et moi direct. Alors après, ça dépend des gens, mais moi. Non, ouais, ça commence même par ça, t'as raison. Ouais. Tout à fait. Du coup, je trouve qu'il y a quand même un petit peu de générosité là-dedans, de dire, bon, ok, c'est un peu aride et ténébreux, mais voilà, si vous êtes là pour des images oniriques, elles te sont quand même assez vite montrées. Et puis ouais, moi j'aime beaucoup l'esthétique de Denis Darko, et j'ai vraiment eu ce truc de l'anti-héros un peu dépressif, paumé dans les espaces urbains. Et puis le film est très liminal dans sa façon de montrer la solitude, de montrer un peu la vacuité de tout ça. Et quand tu revois le film en sachant qu'elle est effectivement peut-être dans le coma, tu revois tous ces espaces en disant, est-ce que finalement elle voit personne parce qu'elle est seule? Est-ce que justement tous ces plans sur la focale, sur les gens qui sont autour d'elle, à un moment elle s'endort en classe, puis des gens la regardent, lui disent, ils se moquent un peu d'elle. Enfin, il y a tout un truc où tu sens qu'elle est pas vraiment connectée au monde, et c'est quand même assez bien écrit dans cette première partie, parce que t'y penses pas avant de dire à la fin, ah oui d'accord, il y a tout un truc à revoir. Mais parce qu'il y a un peu un twist en fait dans le film, et le problème des films à twist, c'est de te dire, bon, est-ce qu'il va le coup d'être revu déjà, est-ce qu'il va le coup d'être vu si tu connais le twist, tu vois, si là pour les gens qui auront écouté jusqu'au bout, est-ce que t'as envie de le voir? Moi je pense que malgré tout il est quand même cool, parce que c'est pas une fin fermée, et que voilà, même nous on y voit des choses différentes. Mais du coup je suis curieux de savoir ce que toi, Mylène, t'en as pensé, puisque t'as vraiment suivi le film au moment où il a eu sa hype, et puis où tu l'as un peu défendu et tout. Qu'est-ce que... Il hoste à ma place, exceptionnel. Tu reviens. Non, désolé, parce que t'avais essayé de dire un truc deux fois et on était passé du coup. J'allais la lancer en plus, c'est parfait. Désolé. Ah bah non, mais moi j'étais à fond, et puis je suis totalement d'accord avec toi, il y a un petit côté cool à... Enfin, voilà, c'est pas un secret, moi j'aime diguer les films, j'aime voir des trucs que personne regarde. Des fois je me fais beaucoup souffrir dans l'expérience, mais ce qui est aussi beau dans cette expérience, c'est de trouver des petits trucs, un peu des pépites que personne va avoir vu, et essayer de les défendre. Et là, c'était totalement ça avec Come True. J'avais rien regardé sur le film et tout à l'époque, et je me suis lancée dedans vraiment à fond. Et alors déjà, moi j'aime beaucoup les films qui jouent sur la symbolique des couleurs, donc là j'étais vraiment très très cliente. Et d'ailleurs, c'est après le visionnage de Come True où j'ai commencé à refaire des recherches sur Freddy et la symbolique du bleu dans Freddy 1. Donc ça m'avait quand même relativement obsédée. Voilà, je pense qu'on peut dire qu'obsédée c'est le mot. Mais du coup je me rappelle que j'avais vraiment redécortiqué tout le film image par image pour voir comment apparaissait le bleu, quelle était l'intensité de bleu, quelles étaient les différentes couleurs. Et même si voilà, c'est pas le truc le plus comment dire, c'est très obvious de mettre du bleu pour le monde des rêves, ben moi ça a totalement marché sur moi. Et comme tu dis, il y a vraiment une ambiance cotonneuse qui est très cool, et qui en fait dès le départ nous ferait presque comprendre qu'en fait on est dans un autre monde, on est dans le coma avec elle presque dès le début du film, en fait, par l'ambiance qui est mise en scène. Et c'est cool aussi d'avoir une espèce de mise en abîme où on sait pas quel est le rêve dans le rêve, où s'arrête le monde, où il commence et tout, et je trouve ça assez fascinant. Et oui, effectivement, le rythme, il y a des moments où c'est un peu en dents de scie, mais moi, c'est quelque chose qui me dérange pas, parce que justement, quand t'es habitué à faire des rêves un peu pétés, ce qui est mon cas, tu sais qu'un rêve, c'est pas forcément très très cohérent. Tu peux avoir un crabe qui arrive en plein milieu de ton rêve, alors que t'étais en train de rêver que t'étais au supermarché, enfin voilà. Et du coup, c'est un peu la magie du rêve et du cauchemar, c'est que c'est parfois complètement pété. Ça me fait beaucoup penser à un film qui serait la version... on va dire que Come True, c'est la version A24 de ce film. C'est Night Wish, un film qui est sorti dans les années 80, où des étudiants partent dans une cabane
et vont aller étudier leur cauchemar. Et bien sûr, ça va totalement partir en cacahuète. C'est vraiment un Freddy-like, série B nul. Et du coup, moi, j'avoue, je suis... Catastrophique. C'est catastrophique. Mais du coup, comme tout, c'est la version réussie de ce film. Même s'il y a un peu moins de larves et de blob-blob, comme dirait Lily. Mais ouais, j'avoue que j'ai été totalement fascinée. Je pense que vraiment... la BO, elle joue beaucoup dans le fait qu'on rentre énormément dans le film. J'avoue qu'après le visionnage du film, au-delà du fait que j'ai été obsédée par certaines images qui me sont vraiment restées en tête, j'ai été obsédée par la fin. Je fais beaucoup de recherches, je suis allée sur plein de forums, je suis allée voir toutes les théories, tous les trucs que j'avais pu louper. Enfin, vraiment, c'est totalement ce genre de film qui me plaît, où en fait, quand tu finis le visionnage, tu restes un peu scotché, tu te questionnes sur ce que tu as vu, tu essayes de comprendre en fait ce que tu as possiblement complètement laissé de côté. Et en fait, ce qu'a vraiment voulu dire le réal, et finalement, c'est en fait toutes les théories des gens qui partent un peu dans tous les sens, qui font que Come True, c'est un film hyper intéressant. Parce que même si le réal de base, ça se trouve, voilà, il a juste voulu faire un monde complètement onirique sur... Une creepypasta, tu vois. C'est ça, voilà. Mais je trouve ça hyper fascinant, parce que même si ce film, c'est un film qui reste encore de niche, bah, il a nourri énormément de théories. En fait, les gens se sont beaucoup questionnés sur l'univers, sur, bah, comme disait Amélie, à quel moment commence en fait le coma et tout. Et je trouve que ça, c'est hyper fort, en fait. Il a réussi à nous plonger dans son univers et à créer en fait un espèce de monde parallèle avec son film, et je trouve ça très très cool. Et encore une fois, voilà, la BO pour moi c'est aussi le point fort. Et c'est vrai que bah, c'est un peu frustrant parce que oui, il n'y a pas de Blu-ray du film, mais je connais plein de gens qui, comme moi, ont craqué quand le vinyle est sorti pour se replonger dans le film, parce que la BO, elle était complètement fascinante. Il y a un côté un peu Electric Dreams dans ce film-là que j'aime beaucoup. Et comme tu l'as dit, Dario, c'est vrai que ça fonctionne bien aussi avec les images, avec tout ce côté un peu années 80 dans l'esthétique et tout. Enfin, voilà, moi, c'est un véritable coup de cœur. Effectivement, peut-être au revisionnage, enfin, en tout cas, je l'ai peut-être vu 2-3 fois à l'époque où il est sorti, parce que j'étais vraiment en boucle dessus et je voulais tout revoir. Maintenant que j'ai un peu laissé passer la hype, peut-être que c'est pas aussi intense. Par contre, quand j'ai revu ma note sur Sens Critique, je pense que j'étais quand même relativement obsédée, parce que j'ai noté 9 sur 10. Donc je pense que le film a quand même bien marqué. C'est trop cool d'avoir des films comme ça. Ben non, mais en fait, c'est trop bien. Même si 10 ans après tu dis bon, j'étais un peu à fond, je trouve ça trop cool que des films arrivent à... Ça avait tué un truc, quoi. Ben, non, mais en plus c'est marrant parce que j'avais presque oublié. En fait, c'est quand Amélie elle a parlé en fait de toute la creepypasta autour que je me suis rappelé comment j'avais digué sur internet, alors que j'avais totalement oublié la folie dans laquelle m'avait embarqué le film. Je trouve ça assez fou. Mais ouais, pour moi c'est clairement une réussite, et comme a dit Mathieu, c'est effectivement, je suis très curieuse de voir ce que va faire le réal après, et pour que le film ait complètement poussé du coup à me re-questionner sur les films de Wes Craven. Je me rappelle, j'avais voulu revoir l'importance des écrans bleus dans Scream et tout, de comment il avait géré ça. Enfin, en fait, ça m'a fait vraiment re-questionner plein d'autres imageries. Et du coup, c'est que au-delà d'être un bon film, c'est un film qui est quand même très fort pour te permettre de te questionner sur d'autres œuvres, en fait. Mais toi, t'aimes pas Scream, non ? Non, je déteste ça. C'est quoi ça ? C'est quoi ce truc? Et puis, un truc que je trouve assez poétique sur la fin, qu'on a un petit peu critiqué, et c'est normal, ce côté de la creepypasta, mais malgré tout, je trouve que quand tu t'arrêtes 2 secondes sur l'idée, à savoir des gens qui depuis 20 ans essaient de te réanimer, et ils disent dans le message, on a trouvé une nouvelle technique, un nouveau procédé, et on sait pas comment ça va arriver, mais je trouve que quand ils pensent, il y a un truc hyper flippant, émouvant, tu vois, de monde parallèle, mais qui passerait par des espèces de canaux un peu scientifiques que même les scientifiques ne maîtrisent pas. Je trouve que moi je vois une vraie poésie là-dedans, et même si c'est un peu à la Scooby-Doo, tout n'était qu'un rêve, il y a quand même un truc quand tu t'arrêtes dessus, et c'est traité de façon très très posée. Enfin, ça assume jusqu'au bout un peu, tu vois, ça take. Et du coup, moi j'ai accepté la proposition, même si bien sûr. Et puis j'aime bien les fins un peu ouvertes, un peu what the fuck, parce que même si elles peuvent être un peu décevantes, je trouve que c'est tellement parfois mieux que de fermer sur une piste et de quelque part, tu vois, je préfère que les gens s'écharpent, et certains n'aiment pas, d'autres adorent, d'autres surinterprètent, etc. Mais c'est un beau cadeau de fin de te laisser une fin comme ça plutôt qu'un truc fermé, je trouve. Moi, j'étais persuadé que Dario allait se servir du plan final pour démolir le film. Je me suis lourdement trompé. Parce que le plan final, en fait, c'est un smartphone qui est posé sur un chiotte. Et je me suis dit, ok, Dario, il va sauter à la gorge du film par rapport à ça. Mais j'ai vu des gens dire ça sur Internet. J'ai vu des gens dire c'est horrible de finir son film sur une image d'un téléphone sur un chiotte. Premier degré. Mais c'est comme ça qu'on regarde les films aujourd'hui. Et en vrai, tu vois, il y a un truc résolument moderne. C'est un hommage. Non, moi, je regarde pas les films sur les chiottes, je suis désolée. Bon, d'accord, ok. Tu devrais essayer, on s'y fait vite.
T'as déjà balancé une énorme patate chaude tout seul. On m'avait rien tu demandé, sais qu'avant d'avoir le dénouement sur le twist, moi j'étais persuadée, enfin je suis une personne un peu con et quand je comprends pas un film, pour moi il y a qu'une issue, c'est le purgatoire. Genre je suis obsédée par ça. Genre à chaque fois je vois le purgatoire. Et il y a plein de films où je suis là, putain, je suis sûre c'est le purgatoire. Et dans ma tête, à un moment donné, j'étais là, putain, elle est morte, c'est le purgatoire. Et du coup je me suis dit, putain, j'ai encore refait ça, c'est le trope de ma vie. Je sais pas, quand je comprends pas, c'est le purgatoire. Bah ouais, mais t'es pas très loin. Si, mais en vrai, moi je trouve que tous ces moments où des personnages vivent une forme d'enfer, tu vois, quel qu'il soit, il y a un peu de ça, quelque part, tu vois. Bah, tu sais, j'ai l'impression quand elle voit le téléphone, en fait, elle est vouée à recommencer une boucle, en fait. Pour moi, j'y voyais un peu ça en mode, ça va recommencer parce qu'elle va réoublier et recommencer encore et encore la même boucle. Elle va se réveiller au début du film et ça va recommencer sans fin. Et en plus, quand tu reprends le film un peu à rebours, on pourrait imaginer que tout ce qu'elle a vu de ses expériences, c'est l'équipe qui est en train de faire des recherches autour d'elle et qu'elle voit un peu hors de son corps comme après un accident, tu vois. Parce que finalement, on lui dit à la fin, on a trouvé une nouvelle technologie et le film commence par des gens qui ont trouvé une nouvelle technologie. Donc effectivement, t'as ce côté cyclique. Et du coup, je trouve que les dents de vampire, dans ce cadre-là, arrivent ou vers une forme d'éternité, de cycle où elle sera vouée à une forme d'éternelle solitude, quand même le monde autour d'elle, tu vois, essaye de rentrer en contact. Donc je trouve que finalement, tu vois, j'aime bien quand plus t'y penses, t'arrives à dire c'est cool, on pourrait le voir comme ça aussi, tu vois. Enfin, du coup, je suis hyper content quand même que même si je pense que le public aura bien compris que c'est pas un film parfait, puis ça existe pas vraiment les films parfaits, et tant mieux. Mais si on le regarde avec un œil assez bienveillant et qu'on se laisse happer par le truc, moi je trouve, je veux plus de films comme ça aussi de temps en temps, où c'est une horreur un peu existentielle, un peu sur des formes comme ça qui, quand je parlais de Beksinski tout à l'heure, je pense que c'est vraiment une des inspi et je trouve que sa peinture, elle traduit bien cette façon assez généreuse d'aller t'emmener dans des univers sans que tu les comprennes forcément, mais il y a un tel appel de des mesures, de vertige, d'images un peu archétypales, pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, Amélie, tu vois, dans le sens où ça fait un peu écho en nous à des espèces de grands trucs que t'arrives pas trop à nommer, mais qui te parlent, tu vois, l'entité, la présence, la peur. Enfin, tu vois, moi je le vois chez mes gamins qui s'endorment tous les soirs, ils ont peur de faire des cauchemars, tu vois. On a dû inventer le pchit anti-cauchemar, tu vois, que je dois leur mettre un petit peu comme dans les Sims. Dans les Sims 4, il y a ça. Il y a ça dans les Sims? Ah, énorme. Ouais, dans les Sims 4, tu peux pchiter les monstres sous les lits. Alors attends, ma femme a beaucoup joué aux Sims, donc c'est peut-être possible que ça vienne de là. Faut que je remonte la ref. Mais du coup, en fait, c'est un vrai truc que je trouve assez fort quand même. Tu vois, des gamins, ils ont jamais vu un film d'horreur, mais ils ont peur de faire des cauchemars, tu vois. Bref, petit aparté là-dessus, mais juste pour vous parler de mes problèmes, notre enfant de 2 ans et demi, 3 ans, il a été à une fête de l'école, je sais pas quoi, tu vois, avec des adultes déguisés en lycra avec des ailes de papillon. Ça fait 6 mois qui nous dit papillon, j'ai peur tous les soirs avant de s'endormir. Donc, genre, c'est juste un putain de truc de kermesse, de nulos, de gens en survêt, tu vois, et il cauchemarde sa mère sur les papillons, on sait plus quoi faire et tout. Donc, du coup, j'ai dû le convaincre que les papillons n'existaient pas. Là, on en est là à ce stade, tu vois. Mais tout ça pour dire que dès l'enfance, mine de rien, derrière l'anecdote, il y a un truc quand même qui est assez... tu vois, il y a une partie de notre esprit sur laquelle on n'a pas de prise et où tu dis quand je vais dormir... Et c'est hyper bien utilisé dans les Nightmare on Elm Street, où ils essaient de rester éveillés pour pas dormir et donc pas succomber aux besoins naturels le plus élémentaire qui finira par te rattraper, whatever. Tu le sais très bien. Donc je trouve qu'elle a exploré ce genre de choses qui est commun à tout le monde et qui en même temps, comme je le disais au tout début, est une part d'un truc un peu mystérieux, inconnu, sur lequel tu as des centaines de bouquins, de trucs d'analyse psychanalytique, tout ce que tu voudras. Il n'empêche qu'au fond du fond, on a encore un peu du mal à capter toute l'étendue des mécanismes du rêve, etc. Et il y a de la place, je trouve, pour des fictions. Et je trouve que Comme True a été l'a fait d'une façon qui est vraiment... pas forcément ultra novatrice, mais très très bien, très honnête et qui a réussi à faire sa petite place, au final assez unique, ce faisant. Mais en fait, là où ça change, c'est que contrairement à d'autres films, il a pas joué la carte du pop, je trouve. Parce qu'en fait, le domaine du rêve, souvent, c'est le côté un peu facile de dire ouais, on va faire un côté un peu comics, on va en faire des caisses, parce que du coup, le rêve nous laisse un étendu hyper illimité. Et du coup, Come True, il est assez honnête là-dessus, où je trouve que finalement, il en fait pas des caisses et il revient à quelque chose d'un peu plus primitif, une forme, juste une forme en fait. Et c'est vrai que c'est en ça où finalement il est un petit peu à l'écart de ce qui se fait d'habitude sur le cauchemar. Mais le film est honnête, hein. De toute façon on sent qu'il y a du cœur, quoi, je trouve, de manière générale. Sur tous les aspects, quoi. Et un petit film que je vous conseillerais, que j'ai pas cité forcément, mais ça a pas forcément grand chose à voir, mais j'avais quand même beaucoup aimé, c'est Nightmare Detective. Je crois que c'est Shinya Tsukamoto, si je me trompe pas. Oui. Et du coup, c'est une espèce d'enquêteur qui est spécialisé il y a des gens qui sont tués dans leur cauchemar, si je me souviens bien. Et du coup, il y a même un délire de téléphone, faut appeler un numéro, et tu peux te connecter, il arrive à se connecter, ça fait très longtemps que je l'ai vu, mais je sais que Nightmare Detective, il y avait des très bonnes idées aussi qui exploraient d'une façon un peu complètement assez originale quand même, cette idée des cauchemars et tout. Donc je conseille si jamais.
Par contre, je viens de trancher, halt, c'est pas un film de vampire. Tu veux que je te dise pourquoi ? Dis-moi tout. Le plan où on voit ses canines, c'est son reflet dans un miroir. Ah bah purée. Ok. Les vampires n'ont pas de reflet. Alors ouais, je suis pas assez calé sur et la mythologie boum de savoir si c'est calé ou pas, mais j'avoue. Mais imagine, c'est un vampire avec un reflet, tu vois, doppelganger, tout ça, bref. Okay. De toute façon, elle brille pas au soleil, ça marche pas. Il y a beaucoup de trucs sur l'œil, elle saigne des yeux, elle a un bandage, elle regarde ses yeux se guérissent tout seuls. Il y a un truc, on sait aussi que l'œil c'est une symbolique forte, aussi bien dans l'art que dans la psychanalyse ou peu importe. Meilleur organe, y a pas de débat. C'est un truc qui est mystérieux aussi, le regard, c'est-à-dire que ça nous interroge sur notre propre regard. Bien sûr, ça semble très évident dit comme ça, mais il y a quand même un truc sur l'œil qui est pareil, qui est sans vraie explication, qui est mis là et t'en fais la fenêtre de l'âme. Mais oui, tout à fait. Non, mais oui, même l'œil de la silhouette, justement, ses yeux qui sont qui reflètent comme des prédateurs dans la nuit, quoi. C'est ça. Quand on dort, on ferme les yeux normalement. Il y a un truc comme ça. Si l'œil il est ouvert, c'est que tu dors pas ou que t'es dans un cauchemar. On va peut-être laisser aux gens quand même de quoi découvrir dans le film parce qu'on est en train de le désosser le film. Ah, je voulais revenir encore sur un truc, merde. Ah bah vas-y, lance-toi, écoute. On est parce que justement, je parlais de la silhouette et je trouve qu'il y avait un truc hyper intéressant de peur primitive et de peur universelle en fait, où on a tous ce truc-là. Tous les personnages du coup qui sont sûrement des fragments de l'imagination ou du subconscient de Sarah. Ils ont tous vu cette silhouette en fait quelque part à un moment dans leur vie, plusieurs fois, etc. Et je trouve ça hyper intéressant comme thématique en fait, le côté peur universelle d'un truc en fait qui est sûrement des souvenirs de nos ancêtres. Je trouve, je le dis comme ça entre deux bières entre guillemets, mais je trouve que c'est une thématique qui est bien amenée, qui est intéressante. T'as tout à fait raison, on n'a pas parlé, mais il y a un lore un peu. Pas New Age, c'est pas le bon terme, mais ni conspi, mais où est-ce que je veux dire, c'est sur les shadow people aussi. C'est donc toutes ces photos qui sont prises, on voit des formes exactement un peu comme ça, un peu plus floues. Mais l'idée d'apparition comme ça sur les photographies, un peu entre la photographie spirit et la paralysie du sommeil. Enfin, du coup, il y a aussi un petit côté shadow people qui est très cool parce que, encore une fois, moi, ce que j'aime vraiment bien, pour finir là-dessus dans le film, c'est qu'il y a quand tu fais du reverse engineering et tu dis ok, comment il a fabriqué le film, tous les moments horrifiques et tous les money shots de son film passent par des trouvailles un peu malines. De dire j'ai pas les moyens de faire des monstres de ouf ou des univers, je vais juste passer par un écran digital, mais la façon dont le pixel a de briller, les lignes qui s'affichent comme ça, il y a un truc où il a été hyper malin sur tous ces trucs-là, et au final, tu te rends compte, ah oui, il l'a fait comme ça coûte pas cher, et ça marche, en fait. Et moi, j'adore, c'est un truc que j'ai pas abordé, mais j'aime énormément, parce que j'ai longtemps été, moi, je le suis encore, dans des problématiques de comment est-ce que je peux faire un truc cool avec rien, quoi. Et il y a un côté un peu guérilla production dans tous ces films qui sortent un peu, moi, je pense à des Paranormal Activity, les premiers, parce que ça, moi, j'avais adoré, justement, parce que ça coûtait 10 000 balles aussi, tu vois. Et j'adore quand le cinéma, il arrive à te dire, en fait, il faut du talent, bien sûr, mais il y a pas forcément besoin d'une débauche de moyens pour aller toucher des trucs hyper forts, quoi. Et là, le film, il m'a quand même plusieurs fois envoyé ces signes-là de dire ça marche, en fait, j'ai pas besoin de voir un monstre qui saute partout, juste cette image. Même à un moment, on pose des photos photocopiées devant elle, et c'est assez terrifiant, en fait. Je trouve ça plus fort que d'être dans des gros jumpscares, quoi. Désolé pour le nom du podcast, mais. T'inquiète. Vous voyez ce que je veux dire. C'est une marque déposée, par contre, tu nous dois 50 balles. Hein. Ah, oui, bien sûr. C'est une marque déposée, ouais. Je vous les envoie par mail. Mais du coup, il y a un côté. Comme ça où je trouve qu'il cède jamais à trop de facilité, en fait, même si c'est des trouvailles et que c'est des subterfuges, c'est une ligne qu'il est difficile de tenir, et je trouve que quand même le film jusqu'au bout, pour un film de quelqu'un qui doit être assez jeune, c'est un deuxième film, quoi, c'est fou, fait avec autant de postes et tout, et sans qu'à un moment parce que ne nous mentons pas, on peut adorer même les Terrifier. J'ai essayé de commencer à les regarder, bref, c'est plus trop ma cam forcément, mais j'ai essayé de regarder le premier, moi la façon dont c'est filmé, direct tu sens que ok, il va y avoir des trucs cool dedans, mais c'est un peu cheap, quoi, tu vois, dans le sens où ça fait un peu DV, tu vois, que c'est le rythme est pas fou, ça pue sa
mère, je peux le dire. Tu peux le dire. Non. Et après, j'ai essayé de regarder le 2 où pareil, j'ai arrêté quand ça a un côté un peu torture-porn pour être honnête, qui du coup moi j'arrive plus trop en fait. Même si j'ai été comme tout le monde client à l'époque où c'était, enfin tu devais être client parce que beaucoup de l'horreur se faisait là-dessus. Je trouve qu'aujourd'hui, bon voilà, du coup j'aurais presque plus envie de découvrir pour Art et tout le truc autour, mais tout ça pour dire que un film, tu sais malheureusement assez vite, même à la police qui est utilisée pour le générique, tu sais plus ou moins dans quelle fenêtre tu vas devoir placer tes attentes. Je dis pas que ce sera un bon ou un mauvais film, vous voyez ce que je veux dire. Même parfois ça peut être cheap dès le début, tu dis ok, je vais regarder un super nanar, ça va être génial. Et là je trouve que le film à aucun moment m'a dit ah dommage, c'était trop bien, puis là patatras. Donc après tu vas trouver que c'est arty, que c'est un peu facile, un peu lent, machin et tout, mais je trouve que quand même malgré tout, la matière filmique qu'il met en place, purée, elle est tenue jusqu'au bout, elle est courante dans la musique, dans le jeu des acteurs, dans le choix du cast, enfin, tout, à aucun moment je me suis dit, oh, dommage, il y avait un truc vraiment cool, et là, et souvent ça arrive dans les films, on se dit, ah, dommage, là, juste ce truc-là, même le premier Terrifier, j'essaie de regarder, à un moment, t'as une incruste d'un témoignage d'une jeune femme sur une télé, comme ça, et ça zoome sur la télé, et tu vois que la télé, elle n'a pas été filmée en vrai, et que l'incruste, elle est mise dedans, c'est pas grave du tout, hein, ça, mais moi, direct, je fais, ok, bon. Je regarde un film qui a vraiment zéro moyen, quoi. Et du coup, c'est pas grave, je vais le regarder avec l'amour d'un film fait avec zéro moyen, avec plein d'énergie et peut-être autre chose à y trouver. Mais tu vois, je l'ai pas regardé en me disant, oh, je vais me prendre une claque esthétique, parce qu'en fait, c'est horrible à dire, mais tu le sais très vite, quand même, à quels moyens ont été alloués, quel parfois même degré d'amateurisme, sachant que l'amateurisme amène aussi une puissance incroyable que tu trouves pas dans des films de gens qui ont fait 40 films. Donc, tu vois, je suis pas du tout critique, hein. Mais je dis juste que voilà, là, le film, il y a une facture, vous l'avez tous dit, esthétique d'un truc quand même qui est pas ridicule, quoi. Franchement, j'aimerais avoir une partie de son talent quand il s'agit de faire des images, quand même. Je suis un peu désespéré puisque du coup le film se fait disséquer comme jamais depuis le début de l'épisode, et comme moi je passe en dernier, tous mes arguments disparaissent un par un. Je suis très heureux parce qu'au contraire vous avez tous été hyper pertinents, et mon dernier Personne point... t'a demandé ce que t'en as pensé, Romain, c'est triste. C'est triste, t'aurais peut-être pu d'ailleurs en tant que... T'en as pensé quoi, Romain ? Merci. Le dernier point que j'avais et que j'espérais placer, c'était le rapport entre les silhouettes, qui me rappelait justement les creepypasta, des photos, justement, les Shadow People, comme tu as très bien dit, qui est parti il y a 2 minutes, donc merci, super sympa. Donc j'ai dans le cul, je dois improviser en répétant tout ce que vous avez dit, c'est génial. Je dirais juste... ouais, c'est ça. J'ai la flemme, on va faire 1 heure, sinon on va pas faire un tunnel. J'ai adoré. Découverte totale, alors que je connaissais en fait sans connaître, puisque Pilot Priest, donc l'alter ego musical du réalisateur, je l'écoute depuis 2011-2012. À l'époque, on était en haut de la hype de la synthwave. Il y a Drive qui sort, Kavinsky évidemment, et il y a ce mouvement qui se lance. Il y a la chaîne YouTube New Retro Wave qui se lance, et là c'est Perturbator, c'est Carpenter Brut, tout le monde débarque, tout le monde en a fait, c'est n'importe quoi. Et il y a quelques groupes / quelques artistes qui ont réussi à s'en sortir au-dessus de la masse, de l'océan de synthwave qu'on a bouffé à l'époque, parce que quand je dis que c'est un océan, c'était vraiment, vraiment très très vaste, dont ce mec qui a fait un album de fausses soundtracks de films, Pilot Priest, qui s'appelle Original Motion Picture Soundtrack, qui est légendaire, pour le coup, j'ai le vinyle, c'est une folie. Et en fait, le mec a continué à faire de l'électro, de la synthwave et compagnie, et en fait, je connais très bien l'album Come True. Pour moi, c'est un album. Ah, d'accord. Il est avec Electric Youth aussi. C'est crédit. Oui, il y a Electric Youth. Ouais. Oui, c'est ça. Non, mais il y a bien un album qui s'appelle Come True, Original Pictures Soundtrack. Il y a du Electric Youth aussi. Ils sont potes, ils ont fait ça à 2, et je ressens bien les deux. Voilà. Et en fait, moi, je connais l'album, et je mets le film et je me dis, attends, mais attends, tu vois, je connais ce truc. Ouais, c'est le même de DiCaprio, tu sais, qui fait hop. Je connais. Et là, donc, mon monde a explosé en mode mais c'est un film, ce truc, en fait. Je me rends compte que j'écoute un mec, je suis fan de ce mec depuis 10 ans. Génial. Le mec a une carrière à côté que je ne soupçonne pas. C'est comme si j'écoutais Monsieur Oiseau et qu'on me disait tu connais pas Quentin Dupieux, tu vois. C'est vraiment ce qui s'est passé. Peut-être qu'il y a des auditeurs là qui vont faire mais quoi? Oui, attends, Quentin Dupieux, c'est Monsieur Oiseau. Et c'est clair. Non, et donc j'ai pété mon crâne là-dessus. Et en fait, tout est super cohérent parce que le gars développe un univers visuel qui est très cohérent avec sa musique, c'est atmosphérique, menaçant quand il faut, et pourtant très posé, vous avez utilisé le terme laiteux ou cotonneux. Et c'est vrai que la photographie du film, elle a ce côté, comme vous dites, cotonneux. Et la musique aussi, elle peut être très calme, très posée, elle peut vraiment te bercer presque par instant. Et ça accompagne super bien le film. Et là-dessus, il y a une sorte de symbiose, comme j'en avais pas vu depuis un petit moment, et ça fait vraiment, vraiment plaisir. Et en plus, la photographie, qui est quand même vachement néon,
est vachement douce à l'œil. C'est ça qui est beau, en fait. Le film, il est doux. Et ça accompagne vraiment le propos très sommeil du film. C'est-à-dire que tu peux vite fermer tes yeux devant le film si tu te laisses un petit peu happer, quoi. Et je trouve que c'est un coup de génie d'avoir fait ça. Et le film est magnifique. Un peu sombre, mais vraiment, vraiment très très beau. Et je découvre que le mec, en fait, c'est un artiste complet, quoi. Il fait des musiques de ouf et en fait, ses films, il tue. Donc moi aussi, je lui souhaite vraiment de continuer. Et je pense que le jour où un de ses films est à 50% aussi quali que ses albums, parce que j'insiste, ce qu'il fait en musique, en électro, en synthwave, c'est ouf. Allez-y, je mettrai tous les liens dans la description pendant qu'on y est. Ce sera chef-d'œuvresque, vraiment. Chef-d'œuvresque, quelle expression de connard. Wow. Vous m'avez compris. Vous m'avez compris, je suis fatigué. Donc voilà, grosse découverte. Et en fait, ça a relié des points de choses que j'aimais, que je soupçonnais pas. Donc juste pour ça, déjà, merci. Et en effet, c'est un super film avec des séquences horrifiques qui sont, je trouve, puissantes et pourtant d'une subtilité assez folle. On n'en montre jamais beaucoup au final, et ça fait du bien, quoi. C'est super bien maîtrisé pour un film qui a sans doute pas d'argent. Donc voilà, pour moi c'est un grand oui. Et je m'arrêterai là parce que j'ai envie de répéter tout ce que vous avez dit, mais c'est en effet un film extrêmement riche, creepypasta, psychanalyse, le rêve. Le mec a vraiment mis des tonnes de choses là-dedans, quoi. Et ce serait bête de s'arrêter en surface sur les défauts qu'on a soulevés. Et si jamais vous hésitez encore à ce stade-là du podcast à regarder le film, je vous conseille une chose, allez sur YouTube et tapez Electric House et écoutez la chanson qui s'appelle Modern Fears. Vous aurez très très vite une idée de l'ambiance dans laquelle se trouve le film. Si vous adhérez à cette musique, foncez parce que ça sera votre cam. Ah ouais. Et puis les vinyles existent aussi, on en parlait tout à l'heure avec Mylène. C'est la BO du film était. Alors je sais plus si elle est disponible, parce que moi je l'ai précommandé à l'époque et les Waxworks elles partent très très vite. Donc Waxworks ça part, mais il y a le Bandcamp en fait des deux d'Electric Youth et de Pilot Priest qui sont là, donc quoi qu'il arrive, elle est écoutable en ligne. Donc c'est pas voilà. Donc voilà, je finirai là-dessus. En tout cas, merci Alt de ta présence avec nous. J'étais trop heureux d'être là. Vous m'invitez quand vous voulez. Eh ben, tu fais quoi la semaine prochaine? C'est l'épisode d'Halloween. C'est l'épisode d'Halloween. En plus, il est radicalement différent. On l'a pas encore leaké au public, donc on peut pas non plus le leaker encore à l'antenne. On avait juste teasé qu'il y aurait un serpent dans le film. On peut peut-être teaser qu'il y aura 2 serpents. On sait pas. Ah, okay. On en dira pas plus. On se voit la semaine prochaine. En tout cas, tout le monde pour l'épisode d'Halloween le jeudi et pas le vendredi, évidemment, puisque c'est un jeudi 31 octobre cette année. N'hésitez pas. Et c'est la Saint-Quentin Halloween, voilà, je dis ça, je dis rien, mais bon. C'est la Saint-Quentin Halloween, ouais. N'oubliez pas d'envoyer un petit message à Quentin pour lui souhaiter sa bonne fête. T'as tellement de la chance. Exactement. Moi, je fête pas les fêtes parce que j'en ai pas. Donc, désolé. Ouais, moi, j'en ai pas non plus. Ouais, moi non plus. Bon, ça, c'est la vraie classe. Moi, je la fête. Désolé, j'ai mis une ambiance de merde. Non. Je disais. Bah moi j'en ai pas. Ok. je disais, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Jumpscarecast et Alt, ton actualité, qu'est-ce que ça dit nous tout? Eh ben, je viens de sortir une vidéo sur ma chaîne YouTube et je prépare actuellement pour Arte la saison 2 d'un format qu'on avait fait qui s'appelait Underscore, mais cette fois-ci ça va être en 3D, voilà, je le dis. Et du coup, il y a une approche un peu bizarro, donc on est très content, mais c'est beaucoup de travail. Et puis je continue à écrire mes autres vidéos pour préparer le prochain album et tout ça. Voilà, ça continue. Le travail au long cours. Ça bouge bien, quoi. Ça bouge bien. Et télécharger son CD-ROM interactif, il est trop bien. Ah oui, ça c'est fou. Ouais. Mais je sais pas si vous avez vu, mais il y a un YouTuber américain que j'aime beaucoup qui a fait le let's play Vsauce là. Enfin, c'est Vinesauce et c'est Vinny qui a fait le let's play. J'étais comme un dingo parce que il parle en américain et tout, machin. Parce qu'on a fait traduire le jeu exprès pour ça et de le voir parce que je suis resté anonyme sur le jeu. J'ai vraiment posté comme ça et du coup de le voir passer par des gens qui le découvrent totalement par hasard, c'est complètement cool. Donc merci pour le shout-out. Vinesauce, c'est un gros YouTuber en plus, il me semble. Alors, c'est un collectif. Et il y a Vinny qui est dedans, qui est le plus connu, mais ils sont plusieurs à la base. Moi aussi, je crois que c'était une personne. En fait, il y a Vsauce qui est un autre. C'est un truc un peu science et de ça. Et Vinesauce qui est un collectif sur ça. Il y a Vinesauce, je pensais à Vsauce. Voilà. Ouais, en effet. T'inquiète, je me suis gouré dans une voix off de vidéo, j'ai dû réenregistrer la voix off, donc t'inquiète que maintenant je m'en souviens. Oh, purée. Et le jeu, il est dispo où, du coup? Sur Steam, Itch. Non, il est sur itch.io. Tu tapes Frontiers of the Mind, les frontières de l'esprit, et tu le trouves tout de suite comme ça, et il est téléchargeable en anglais ou en français.
Et c'est plus une histoire interactive bizarre qu'un jeu à proprement parler, même s'il y a un peu des mystères et des trucs à trouver et tout. Mais voilà. Ça fait pas trop peur Non, parce qu'il n'y a pas de jumpscare, etc. et tout, mais ça joue quand même sur justement des vieilles archives. 50 balles. Non, c'est gratuit. Et le pitch, c'est en gros une émission... Non, mais le jumpscare. Ah, pardon, oui, putain, merde. Ça veut Faut que j'arrive. Faut que je mette non, juste le pitch, ça se base sur une émission qui a existé chez nous aussi, qui s'appelait le Chevalier du Labyrinthe. C'était présenté par Georges Belair, et c'est des gamins qui sont dans un château, et il y a un des gamins qui a un casque, et il voit rien, et les 3 autres amis sont derrière une télé en train de lui donner des conseils. C'est un peu Hugo délire dans un château plein de pièges. Et en gros, moi je suis parti de la version UK où il y a eu 4 ou 5 saisons, et ça part un peu dans de l'analogue horror, dans le sens où je pars du vrai, et avec plein d'images d'archives que j'ai été retrouver, même j'ai été trouver des images de fans, etc. Et j'ai truqué plein de choses, et j'ai recomposé une histoire à la fois vraie et avec évidemment des choses qui partent beaucoup trop loin, et autour en fait de thématiques assez proches de Comme True. Vous verrez, ça parle de Shadow People, de rêves, de dimensions bizarres et tout. Donc c'est aussi pour ça que le film va parler. Il y a un thème récurrent, j'ai l'impression. Ouais, mais bien sûr, non, moi je me souviens pas de mes rêves, du coup c'est forcément un truc moi qui me fascine excessivement, et du coup voilà, c'est trop gentil d'avoir si vous avez 2-3 heures à tuer, n'hésitez pas, ça me fera très plaisir. On mettra tous les liens dans la description pour les auditeurs qui sont intéressés au passage, donc c'est trop cool. Allez sur la page de l'épisode et tout sera là. Trop chouette. On se dit à jeudi prochain pour l'épisode spécial d'Halloween, film mystère, on le rappelle, avec l'équipe du film. Encore merci Quentin de ta présence. Merci à vous, c'était trop cool. Évidemment, encore merci à l'équipe. Non mais merci à toi, c'était vraiment cool. Et d'ici jeudi prochain, portez-vous bien. Happy Halloween. Des bisous. Salut tout le monde. Bonsoir.